Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Merci d'être présents pour cette conférence organisée conjointement par la Banque d'investissement et de financement du groupe Tijari Wafa Bank et Wafa Gestion. Une conférence sous le thème « Investir en temps d'inflation ». Je m'appelle Taha Jaïdi, je suis vraiment très heureux d'intervenir en tant que modérateur au niveau de cette conférence. Donc, pour moi, aujourd'hui, je vais profiter un peu de ma position en tant que directeur de Tijari Global Research, non pas pour donner des recommandations, loin de là, mais surtout de soutirer de nos intervenants le maximum d'informations, le maximum d'insights que je pense pourrait vous être très utile dans votre réflexion par rapport au contexte actuel. Donc, en préparant ce débat, j'ai essayé de dresser une rétrospective sur les 3 dernières années. Et en réalisant cet exercice, on se rend compte rapidement que vraiment les scénarios les moins improbables sont ceux qui se sont finalement concrétisés. Nous avons eu la première pandémie durant les 100 dernières années. Nous avons assisté à la première invasion en Europe depuis 75 ans. Nous assistons aujourd'hui, où nous vivons dans un contexte inflationniste que nous connaissons pour la première fois depuis 40 ans. Et dernièrement, nous ressentons aujourd'hui de manière très claire les répercussions visibles des changements climatiques. D'ailleurs, je pense pour les gens de ma génération, les personnes de ma génération, c'est la première fois que nous assistons à un mois de novembre aussi chaud. Donc ces exemples pour moi attestent clairement que l'incertitude et la volatilité sont désormais des composantes structurelles avec lesquelles nous devons composer à l'avenir. Et donc, face à cette nouvelle donne, plusieurs questions s'imposent. La première, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre un changement de paradigme au niveau des marchés financiers, que ce soit au niveau marocain ou à l'international? Deuxième question, faudrait-il vraiment changer notre attitude vis-à-vis de la notion de la prise de risque? Est-ce qu'aujourd'hui, cette relation, cette perception, cette attitude vis-à-vis de la prise de risque devrait être changée dans le contexte actuel? Ou encore, voire même, repenser complètement la logique d'investissement qui a prédominé durant de longues périodes marquées par des taux bas et une inflation vraiment très faible. Donc, pour en débattre, j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que nous avons constitué un panel à 360 degrés. Je l'ai appelé moi-même un panel à 360 degrés. Pourquoi? Parce que nous avons des intervenants ayant des expertises transverses dans le domaine de l'investissement. Nous avons parmi nous Tristan Perrier, que je remercie vivement pour avoir fait le déplacement de Paris spécialement pour cette conférence. Merci Tristan. Bref, un aperçu par rapport à l'expérience de Tristan. Donc Tristan il a rejoint Amundi en 2004, où il a travaillé au sein de diverses équipes avant de rejoindre le département stratégie et économie, puis l'Amundi Institute. Il est aujourd'hui macroéconomiste et investissement insight specialist, spécialisé sur les thèmes long terme, susceptibles de transformer l'économie et les marchés. Avec nous, Reda Hilali. Je suppose que vous connaissez tous Reda. Reda, il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille Fixed Income chez Crédit du Maroc Gestion, avant de rejoindre la direction financière de l'OCP. En 2007, il rejoint l'équipe Wafa Gestion, avant d'être nommé directeur de gestion en 2012, puis directeur général depuis 2016. Avec nous aussi Fouad Chagir, directeur général de Tijari Invest. Fouad compte plus de 25 ans d'expérience en banque d'affaires et dans le capital investissement. Fouad gère aujourd'hui et préside une dizaine de véhicules d'investissement et siège en conseil d'administration d'une vingtaine de sociétés industrielles et de services. Donc Fouad, vraiment, il est au fond, au cœur de l'économie réelle marocaine. Et puis notre ami Mohamed Barrada. Mohamed a démarré sa carrière au sein de la banque d'affaires Tijari Finance Corp en 2004 en tant qu'analyste en charge des dossiers de fusion-acquisition. Il est devenu directeur général adjoint d'AFC en 2015.
Durant sa carrière, il a activement participé aux opérations de haut de bilan, que ce soit sur les sociétés cotées ou sur les non cotées. Et donc depuis 2019, Mohamed il est le directeur général de la société At-Tijari REM, société de gestion des OPCI du groupe Tijari Wafa Bank. Donc, cette conférence sera structurée en 3 grandes parties, juste pour vous donner un aperçu sur un peu le déroulement de cette conférence. Donc, nous allons démarrer avec 2 présentations, 2 exposés de 30 minutes. J'espère qu'on ne va pas déborder. Et puis, l'objectif est de situer un peu le contexte, que ce soit international et local. Je pense que c'est un bon début pour pouvoir dresser un peu le tableau général. Par la suite, suivra un débat d'environ 45 minutes, 1 heure maximum avec nos invités. Et puis enfin, nous allons clôturer avec une session questions-réponses. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Tristan pour exposer sa vision sur les répercussions de l'inflation sur la gestion d'actifs à l'échelle internationale. Merci Tristan. Merci beaucoup de m'inviter. Donc j'ai prévu de consacrer quelques minutes pour vous exposer notre vision donc des implications de cette inflation très élevée sur les marchés financiers et la gestion d'actifs, via un exposé en 2 temps. Dans un premier temps, j'aborderai l'inflation surtout sous l'angle macroéconomique. Je reviendrai brièvement sur les causes de l'inflation très élevée actuelle pour passer un petit peu plus de temps ensuite sur les perspectives de court terme à l'horizon des prochains mois, mais aussi perspectives de long terme, parce que nous pensons que nous sommes entrés dans un régime structurel d'inflation durablement plus élevé. Et puis j'aborderai ensuite l'inflation sous l'angle portefeuille et marché, en détaillant donc le positionnement qui nous semble être aujourd'hui le plus approprié compte tenu de la phase actuelle de stagflation et sachant que les banques centrales ont déjà beaucoup remonté les taux d'intérêt, mais surtout ensuite, on a déjà évoqué la question des principes que les investisseurs pourraient adopter pour naviguer plus efficacement, plus sûrement cette période d'incertitude qui nous attend. Et je vais effectivement essayer de présenter comment nous pensons que les investisseurs doivent adapter leurs méthodes, leurs stratégies, éventuellement l'inclusion de nouveaux actifs pour mieux s'adapter à cette inflation si effectivement elle fait partie d'un régime plus durable. Alors, pour commencer par les causes, très brièvement sur les causes de l'inflation, de l'accélération actuelle qui est quand même très, très impressionnante, je pense que ces causes sont aujourd'hui assez claires et connues. Il s'agit avant tout, à court terme en tout cas, des 3 chocs des dernières années qui ont déjà été évoqués. Donc le premier, le choc d'offres de 2020 lié au Covid lui-même. Durant les périodes de restrictions anti-Covid, la capacité de production a été endommagée parce qu'il y a eu des retards en termes d'investissement, parce qu'il y a eu des perturbations du commerce international, parce qu'il y a eu aussi, notamment aux États-Unis, beaucoup de gens qui ont quitté définitivement, via des pré-retraites, la population active. Et puis, en 2021, survient un deuxième choc, donc qui est plus un choc de demande. Les économies se réouvrent après le Covid. Dans les grandes économies avancées, en tout cas, les revenus ont été largement préservés par les mesures de soutien public. Les gens se ruent sur la consommation, alors que l'offre est abîmée. Beaucoup de demandes sur une offre restreinte. C'est la recette macroéconomique assurée pour de la hausse des prix. Enfin, en 2022, survient bien évidemment un 3e choc, cette guerre en Ukraine qui ajoute des tensions sur les marchés de matières premières, d'énergie, également de denrées alimentaires. Alors c'est facile a posteriori de dire, bah oui, les causes sont assez évidentes. Cela dit, à la charge de ma profession, reconnaissons qu'une inflation aussi élevée n'a pas du tout été anticipée. Vous avez sur ces graphiques, notamment la courbe en bleu clair, donc c'est États-Unis à gauche, zone euro à droite, non pas l'évolution de l'inflation, mais l'évolution de la prévision par les économistes du chiffre d'inflation de 2022 à partir de début 2021. Et comme vous pouvez le voir, ça n'a été qu'une longue succession de révisions en hausse. Sans cesse, l'inflation, le chiffre d'inflation paraissait toujours plus fort qu'attendu. Donc erreur tout de même de prévision. Les banques centrales elles-mêmes s'y sont laissées prendre. Il y a un petit peu plus d'1 an, elles annonçaient que c'était un choc d'inflation très temporaire. Évidemment, ça n'est pas ce qui s'est ensuite produit. Et puis les économistes ont aussi largement échoué à prévoir le ralentissement économique, qui est en partie lié à l'inflation et à la hausse des taux concomitante, qui fait qu'en fait on traverse un épisode de stagflation, inflation élevée, croissance en berne, le pire des 2 mondes, une situation qui est désagréable pour tout le monde, mais qui, plus particulièrement dans nos métiers, a la désagréable propension à faire baisser à la fois les 2 grandes classes d'actifs, donc les actions et les obligations. Je vais y revenir.
Alors, une partie des chocs d'offres aujourd'hui initiaux est tout de même en cours de résorption. Si on regarde ce qui se passe sur le commerce international, sur les matières premières, il y a quand même un petit peu de détente. Sur le premier indice que vous avez en haut à gauche, c'est le Baltic Dry, le coût du fret maritime. On peut voir l'énorme progression, enfin l'énorme accélération en 2021. La situation à cet égard, c'est tout de même largement normalisée. Également, sur le prix du pétrole, on reste sur des niveaux relativement élevés par rapport aux normes historiques, mais qui sont quand même bien en reflux depuis les plus hauts qui ont été atteints au printemps. Une variable particulièrement surveillée en ce moment pour l'Europe, qui est le prix du gaz naturel, est quand même très très loin des points culminants qui ont été atteints il y a quelques semaines dans le cadre des différentes phases de la guerre en Ukraine. On reste néanmoins sur des niveaux qui sont quand même de multiples fois plus élevés que la normale. Enfin, il y a un petit peu de détente aussi sur les prix alimentaires mesurés par la FAO, même si ça ne se voit pas forcément encore sur les prix au détail. Donc un petit peu de détente quand même sur le choc d'offres initial. Néanmoins, du point de vue des marchés, des banques centrales, c'est pas tant cette inflation donc issue des chocs d'offres qui compte que la transmission de cette inflation à des composantes plus durables du type anticipation, services, salaire. Et c'est exactement ce qui se passe. Je pense que c'est assez clair. Donc ici, vous avez deux graphiques des composantes de l'inflation, l'un à gauche sur la zone euro, l'autre aux États-Unis. Si vous regardez le graphique américain, on voit que sur les derniers points, et d'ailleurs dans le cadre d'un dernier chiffre d'inflation qui a été au final un petit peu en dessous des attentes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une surprise baissière sur l'inflation, on voit qu'effectivement l'inflation de l'énergie en noir tend à baisser, l'inflation des biens qui est très sujette au commerce international tend à baisser aussi, mais l'inflation de composantes plus structurelles du type service et aussi le poste très important pour l'inflation américaine des loyers, eux, continuent d'accélérer, ce qui effectivement perturbe beaucoup le rationnel des banques centrales, de la Fed en l'occurrence, et est une incitation à poursuivre les hausses de taux, donc je vais y revenir. Qu'est-ce qu'on prévoit maintenant? Donc, cette transmission de l'inflation à des composantes plus durables, même si aux États-Unis le chiffre général tend à baisser, ralentit quand même la dynamique baissière qu'on attend à partir de maintenant. Quelles sont les perspectives à notre sens? Alors on va rester modeste parce qu'on s'est beaucoup trompé, comme la majorité des économistes, sur la prévision passée. Mais à ce stade, donc notre meilleur effort en termes de prévision, c'est quand même de considérer que le prochain mouvement sera à la baisse. L'inflation va quand même décroître. Le point haut a d'ailleurs été probablement atteint en juin aux États-Unis. Le point haut en zone euro est probablement en ce moment même. La lisibilité est assez compliquée parce que les prix du gaz en particulier dépendent beaucoup des mesures de soutien public. Mais donc on pense qu'on va quand même avoir une décrue en 2023-2024. Mais cette décrue sera relativement lente. Si on regarde l'inflation sous-jacente hors énergie alimentation à droite, donc celle qui préoccupe le plus les banques centrales, on peut voir que la courbe donc la plus sombre, qui est celle des États-Unis, reste quand même au-dessus de 3% durant l'essentiel du premier semestre 2023. Et on a vu des gouverneurs de la Réserve fédérale dire on continue les hausses de taux au moins jusqu'à ce que l'inflation sous-jacente ne soit pas passée en dessous de 3%. Pour la zone euro, c'est même plus élevé, donc on s'attend à une inflation qui resterait au-dessus de 4% aussi durant une bonne partie de 2023. C'est nettement en dessous des niveaux actuels, mais c'est quand même très élevé. Et en ce qui concerne l'atteinte de la cible donc de 2%, à présent, nous ne la voyons plus avant la fin 2024 aux États-Unis et peut-être même au-delà, donc plutôt maintenant en 2025 en zone euro. Donc une décrue, mais qui est lente, des banques centrales qui n'en ont pas encore fini de remonter les taux. C'est notre vision court terme donc pour les prochains mois. Si on allonge maintenant l'horizon de prévision, nous considérons que nous sommes entrés, même si on peut réatteindre la cible d'ici, donc en l'occurrence quelques années, cette cible on restera pas forcément très en dessous de la cible. On pense qu'on est rentré dans un régime d'inflation plus élevé, avec une inflation qui va continuer de fluctuer de façon cyclique, mais autour d'une moyenne qui sera plus élevée que ce qu'elle était durant l'année 2010. C'est ce qu'on appelle la sortie du canal Volcker. Donc vous avez ici un graphique de très long terme qui remonte aux années 70 aux États-Unis. La révolution Volcker, donc du nom de l'ancien président de l'époque de la Réserve fédérale, c'est en fait donc des mesures qui cassent l'hyperinflation de l'époque et ensuite inscrivent pendant pratiquement 40 ans l'inflation dans un canal baissier, même s'il y a des fluctuations cycliques. Le mouvement général au fil des décennies est quand même à la baisse. Nous pensons que nous allons en sortir
ralentir donc, durablement et que la moyenne sera donc plus élevée. C'est une vision en fait qu'Amundi avait avant même le Covid, avant même la guerre en Ukraine. On avait un directeur des investissements qui appelait ce call, cette vision du marché, le retour aux années 70, en référence à la période de l'époque d'inflation très élevée, et qui avait en fait 4 rationnels qui nous paraissent toujours valables et ayant été encore exacerbés par le Covid. Le premier rationnel, il est politique et social. C'est une certaine fatigue des peuples à l'égard de mesures qui étaient systématiquement pro-entreprise, systématiquement en faveur de la compression des salaires, de la réduction du pouvoir d'achat des salariés, et l'obligation pour les gouvernements de procéder quand même à des mesures sociales, d'inciter les entreprises à augmenter les salaires afin d'éviter des chocs politiques, des chocs sociaux, éventuellement aussi l'arrivée d'extrémistes au pouvoir. Donc premier déterminant politique et social, deuxième déterminant plus d'ordre de la politique monétaire. Alors certes, aujourd'hui, les banques centrales sont évidemment en train de resserrer les taux de façon spectaculaire. On pense néanmoins que de façon structurelle, elles vont plutôt être davantage influencées sous la pression des États qui voudront qu'elles financent de plus en plus leurs déficits, également les plans d'investissement pour des grands défis tels que la transition climatique, auxquels de toute façon les banques centrales voudront peut-être participer. Donc davantage d'interaction de la politique budgétaire et monétaire, ce qui générera de la demande donc monétisée et donc quand même des pressions à la hausse sur les prix. Troisième rationnel, la démondialisation. Donc il y a un appétit en fait pour la relocalisation d'un certain nombre de chaînes de production dans les économies développées, appétit qui a été exacerbé par les considérations de souveraineté issues du Covid et de la guerre en Ukraine. Ça peut potentiellement donc exposer les coûts de production de certains produits aux salaires un peu plus élevés des économies avancées. Cela dit, il ne faut pas exagérer non plus cet argument. Les indices d'inflation aux États-Unis ou en zone euro sont quand même très dominés par les services, alors que la question entre mondialisation et démondialisation porte quand même beaucoup sur l'économie des biens. Et enfin, la transition énergétique, qui va à la fois générer un besoin d'investissement et également des normes contraignantes pour la production qui vont renchérir un certain nombre de coûts. Donc pour l'ensemble de ces raisons, nous pensons que si de façon cyclique l'inflation va bien descendre l'année prochaine, on ne va pas forcément retrouver des chiffres qui étaient aussi bas que ceux de la décennie passée. Alors un changement de régime macroéconomique correspond également, de notre point de vue, à un changement de régime de marché financier. On a l'habitude donc de diviser l'histoire longue des marchés financiers au fil des dernières décennies en plusieurs grandes périodes qu'on appelle régimes, grande inflation années 70, capitalisme d'actionnaires très rentable pour les entreprises mais qui génère des bulles entre les années 80 et le milieu des années 2000, et puis cette période déjà évoquée de faible croissance, faible inflation, faible volatilité avec les politiques monétaires très extensives qui amortissent les chocs qu'on a connus jusqu'au Covid. De notre point de vue, donc, l'inflation un petit peu plus élevée va faire qu'on sort de ce régime. Qu'est-ce que ça signifie pour les marchés financiers? Eh bien, ça signifie plus d'inflation, on veut dire aussi très souvent, et correspond à plus de volatilité de l'inflation. On a rarement vu une inflation élevée et stable. En général, ça s'accompagne évidemment d'incertitudes et de mouvements. On a déjà vu, graphique de droite, de façon spectaculaire, la volatilité obligataire augmenter cette année. Et puis surtout, ça signifie potentiellement une modification, et ça c'est un point très important pour les marchés, du régime de corrélation long terme des actions et des obligations. La corrélation, à court terme, la corrélation entre les obligations et les actions est très instable. Sur le long terme, il y a quand même des périodes où elle a un signe majoritaire dominant, et ça dépend beaucoup de l'inflation et de sa volatilité. Pour résumer, une inflation élevée et volatile signifie en général une corrélation positive entre les actions et les obligations. Pourquoi? C'est un petit peu technique, mais dans les modèles standards de valorisation des actions et des obligations, eh bien, le paramètre inflation anticipée pèse beaucoup dans le dénominateur de certaines formules, et c'est un élément qui est commun aux actions et aux obligations. Donc si ce paramètre est très important et très volatile, c'est plus important que les autres facteurs qui rentrent dans ce modèle, ça veut dire qu'il va y avoir une propension de ces deux classes d'actifs à bouger en même temps, donc du co-mouvement. Lorsque, comme lors de la période des dernières décennies, donc jusqu'au Covid, l'inflation était plutôt faible
et peu volatile. Ce paramètre inflation anticipée dans les formules de valorisation compte moins que d'autres facteurs tels que la croissance qui va compter dans le cas des actions, pas des obligations. Et ça veut dire que ces deux actifs, encore une fois sur le long terme, à court terme c'est un petit peu différent, vont avoir tendance à ne pas être corrélés ou à être corrélés négativement. Et donc nous pensons que ce retour d'une inflation élevée et volatile est un facteur qui pourrait aboutir à ce que les corrélations soient davantage positives, ce qui évidemment peut poser un problème en termes de gestion quand cette corrélation positive se fait à la baisse, que les deux classes d'actifs baissent en même temps. Alors c'est précisément ce qui s'est passé cette année, comme vous le pouvez le voir, donc on a eu des performances pour les fonds diversifiés, 60-40, 60 actions, 40 obligations qui étaient parmi les plus faibles enregistrées au cours des dernières décennies, de façon encore plus spectaculaire sur les fonds 50-50, 50% actions, 50% obligations. Si on considère le rendement nominal, on était, alors fin octobre, c'est un petit peu rebondi depuis, on était sur les chiffres les plus faibles depuis les années 1920 aux États-Unis, et si on considère le rendement réel de ces portefeuilles, retraités de l'inflation, on était même sur les performances les plus faibles jamais enregistrées. Par ailleurs, on avait une très belle, enfin pas très belle justement, unanimité de la baisse sur les classes d'actifs. C'est le graphique de droite. Donc en 2022, sur 30 grandes classes d'actifs, il y en a eu très peu qui ont tiré leur épingle du jeu. Soit il fallait vraiment avoir un bon timing sur les marchés des matières premières, soit il fallait être sur du cash dollar. C'était vraiment le cash dollar qui, jusqu'à il y a quelques jours, était le roi de l'année. En termes de positionnement, alors très rapidement, je ne vais pas aborder chacune des lignes. Bon, on est aujourd'hui effectivement quand même du point de vue cyclique au terme de ce qu'on estime être l'accélération de l'inflation. Le prochain mouvement est plutôt à la baisse. Les banques centrales ont bien avancé leur mouvement de resserrement. On commence donc à reprendre quand même un petit peu d'obligations. Il y a un signe égal sur Govies US tout en haut. En fait, on a neutralisé la duration au printemps, et quand on a des incursions des taux longs sur des niveaux assez élevés, on a quand même tendance à y reprendre. On commence à communiquer sur un principe back to bonds. Donc retour graduel sur les obligations. Sur les actions, on est plus prudent, en particulier sur les actions européennes. Alors certes, il y a eu un rebond qui est quand même assez impressionnant sur les derniers jours, mais on estime qu'on est seulement au début des révisions en baisse des bénéfices, alors que l'Europe va quand même probablement connaître une récession. Et puis, vu les études qu'on a fait sur les cycles passés, on hésite quand même à reprendre du risque avant que la Réserve fédérale des États-Unis ait quand même donné des signes qu'elle allait inverser, donc sa logique, et arrêter ces hausses de taux. On a en revanche des préférences sectorielles assez marquées, mais je ne vais pas rentrer dans le détail à ce stade. De façon plus générale, donc nos stratégistes quant ont testé les performances des différentes classes d'actifs sur les chiffres historiques d'inflation en période d'accélération de l'inflation. Alors je dis bien en période d'accélération de l'inflation, c'est un petit peu différent une fois qu'on est installé dans un régime d'inflation élevée. Voici comment il faut tilter, modifier les benchmarks par rapport à l'allocation actuelle. Un petit peu plus de cash, effectivement, il fallait avoir du cash cette année. Un petit peu plus d'actions, donc plutôt des matières premières cycliques qui sont donc endogènes au mouvement d'inflation lui-même, des obligations indexées, un petit peu d'or, pas beaucoup d'obligations et d'actions, en revanche, donc pondération plutôt négative, avec toutefois un petit peu d'obligations gouvernementales à des fins de hedge, si l'inflation très élevée s'accompagne d'un ralentissement macroéconomique. Donc ça, c'est les tests historiques sur comment se sont comportées les classes d'actifs en période d'inflation élevée. Ce n'est pas forcément, encore une fois, ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque du point de vue cyclique, on est quand même assez avancé dans la hausse. Il y a l'équivalent qui est fait aussi donc, sur les secteurs actions. En période de hausse de l'inflation, on a tendance à pas beaucoup aimer les secteurs growth, croissance, typiquement. Donc ce de droite à droite, c'est les pondérations standards de l'indice S&P 500 aux États-Unis. Et à gauche, c'est ce qu'on ferait plutôt en période d'inflation élevée. On va sous-pondérer la technologie qui réagit en général très mal aux hausses de taux. On va sous-pondérer aussi les valeurs de la santé. Et on va avoir tendance à surpondérer plutôt la value en général, les matières premières qui sont liées à l'inflation, et puis également donc, les secteurs qui ont une belle visibilité des cash flows et une capacité à répercuter l'inflation sur leur prix de vente, comme les valeurs des services aux collectivités. Cela dit, ce type d'étude ne suffit pas parce que, en fait, tout dépend du type d'inflation auquel on est confronté.
Nos stratégistes quant vont aussi diviser l'inflation, scinder l'inflation en 4 composantes. La composante cyclique qui varie avec la croissance, la composante service qui est celle à laquelle les banques centrales sont les plus sensibles parce que c'est celle qui est susceptible de rester, d'avoir un effet de permanence, et puis les composantes énergie-alimentation qui sont plus liées au choc d'offres. Et en fait, donc, le graphique montre comment ces différentes composantes ont évolué. Évidemment, c'est très élevé sur les derniers mois pour l'énergie, mais on voit quand même, problème pour les banques centrales, la composante service qui monte. Et en fait, la même classe d'actifs peut se comporter très différemment suivant qu'on a une inflation du type cyclique qui s'accompagne de croissance ou au contraire une inflation qui est plus tirée par les anticipations avec un effet de permanence et qui appelle davantage d'action de la part de la Banque centrale. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche du graphique, donc entouré en pointillés rouges. Il y a, vous voyez que les classes d'actifs risquées du type crédit, action sont en fait plutôt positivement corrélées à l'inflation cyclique. Certes, il y a de l'inflation, mais il y a aussi de la croissance, et négativement corrélées à l'inflation des services parce qu'il n'y a pas forcément de croissance et la motivation de la Banque centrale à monter les taux va être très élevée. Il y a des effets inverses. Le cash, par exemple, n'est pas particulièrement bien corrélé à une situation où l'inflation monte du point de vue de la croissance. En revanche, si on a de l'inflation des services, les hausses graduelles de taux directeurs de la Banque centrale vont évidemment être répercutées sur la rémunération du cash, donc la corrélation à ce niveau-là est positive. Et donc, sans évidemment détailler ici toutes les cases, c'est donc ce type d'études qu'on utilise pour tester en fait le comportement de chaque classe d'actifs, non pas en présence d'inflation seulement, mais en présence d'une inflation de chaque type. Encore une fois, les mouvements, suivant le type d'inflation, les mouvements peuvent être assez différents. En termes de régime à plus long terme, néanmoins, donc à quoi on va s'attendre si effectivement, et comment on va modifier le positionnement plus structurel si effectivement l'inflation est durablement plus élevée. Pour ceci, la première étape, c'est bien évidemment un retour historique. Comment se comportaient les différentes classes d'actifs lors des phases passées de forte inflation. À droite, vous avez donc le cycle qu'on a connu depuis les années 90, ce cycle de faible volatilité, de politique monétaire très extensive. C'est un cycle où les classes d'actifs financières, actions, obligations, ont très nettement surperformé les classes d'actifs dites réelles, par exemple l'immobilier ou l'or. Mais dans les années 70, c'était différent, donc graphique plutôt de gauche. Les chiffres ici montrent que c'est plutôt, en période d'inflation élevée, les actifs réels, encore une fois, l'immobilier, l'or, qui ont davantage tiré leur épingle du jeu par rapport aux classes d'actifs financières. En période d'inflation élevée, donc les obligations vont quand même souffrir de la tendance longue des taux à monter. Les actions vont aussi subir cet effet. Et en plus, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, l'inflation élevée s'accompagne de revendications sociales, donc de hausses de salaires qui peuvent rogner les marges. L'inflation élevée peut aussi compliquer la prévision, les décisions de gestion pour un certain nombre d'entreprises. Donc c'est plutôt un élément défavorable. Donc la grande indication principale ici consiste certainement pas à rester complètement à l'écart des actions et obligations, mais à faire un petit peu plus de place aux actifs réels du type immobilier, infrastructure, certaines matières premières aussi. Néanmoins, comme c'est une période de très grande incertitude, plutôt que de proposer une allocation toute faite, je vais reprendre donc l'idée de grands principes que les investisseurs doivent retenir pour adapter leur gestion. Et ça sera en fait mes éléments de conclusion. Donc je vais peut-être commencer par celui tout en haut à droite. Premier principe face à cette nouvelle période d'incertitude, d'inflation probablement élevée et probablement volatile, établir des objectifs clairs sur ce qu'on recherche. Est-ce que c'est plutôt du rendement nominal? Est-ce que c'est plutôt du rendement réel? Est-ce que c'est de la distribution de revenus? Et si on va sur des actifs illiquides, quelle volatilité on est prêt à accepter parce que la volatilité risque de monter? Et si on a des actifs illiquides, quel degré d'illiquidité on peut évidemment accepter dans le cadre de la gestion? Ensuite, donc bloc tout en haut à gauche, revoir, peut-être s'interroger sur la définition des actifs sans risque. L'actif sans risque, au cours des 20 dernières années, c'était clair, c'était les obligations d'État des pays les plus solides, l'Allemagne et les États-Unis, sauf que c'est sans risque en termes de rendement nominal, mais en période d'inflation élevée, c'est pas forcément le cas en termes de rendement réel. Donc on peut se demander si on ne peut pas avoir certains autres supports, par exemple des actions à haut dividende qui vont davantage répercuter l'inflation, qui peuvent aussi venir compléter les actifs sans risque traditionnels. Également, donc, exploiter la diversification sur de multiples axes. Alors, deux idées clés ici. La première, c'est d'accorder un petit peu plus de place à ces actifs réels qui, historiquement, réagissent plutôt bien à l'inflation. Le deuxième axe, c'est un axe de diversification
internationale. En fait, avec la faiblesse de l'inflation au cours des dernières décennies, il y avait aussi une très forte corrélation des banques centrales, une très faible volatilité du change, ce qui fait qu'en fait, tous les cycles étant corrélés, la diversification internationale était un petit peu décevante. On pense qu'avec cette nouvelle volatilité, avec aussi la tendance à la démondialisation, qui est consubstantielle à une partie de l'inflation, eh bien, la diversification internationale pourrait redevenir un petit peu plus utile qu'elle l'a été au cours des dernières décennies. En bas à gauche, donc privilégier l'alpha, la recherche évidemment de ceux des titres bien identifiés, précis, qui vont avoir des perspectives de rendement intéressantes, mais aussi dans un contexte où le rendement des classes d'actifs financières peut être un petit peu plus faible, être très attentif aux coûts et identifier les bonnes solutions pour s'exposer aux grandes classes d'actifs, actions et obligations, avec des coûts de structure, de gestion qui sont un petit peu plus faibles. En tout cas, en étant plus attentif à ce paramètre. Cinquième élément, donc accorder davantage de place à l'ESG. On a évoqué aujourd'hui les temps climatiques exceptionnels. On n'est évidemment pas sûr que ça va s'arrêter. On pense plutôt le contraire. Donc l'ESG, même s'il peut y avoir parfois des effets mode bulle, nous paraît quand même avoir une tendance longue à occuper le devant de la scène. Les sociétés, davantage d'appétit des investisseurs, davantage de normes que les entreprises devront respecter, davantage de possibilités pour les entreprises à process ESG de bénéficier des plans budgétaires ou du financement monétaire de plans budgétaires que déploieront les autorités. Et enfin, être très attentif à la liquidité. C'est un élément clé de la construction de portefeuille. Donc, si on diversifie vers des actifs illiquides, ce qui peut être intéressant en termes de rendement, faire très attention au degré d'illiquidité qu'on peut accepter, mais il ne faut pas entrevoir ça simplement d'un point de vue défensif. Si on est prêt effectivement à renoncer à une partie de la liquidité, à rentrer sur ces actifs illiquides, eh bien, on peut encaisser la prime d'illiquidité de certains actifs qui, en période de volatilité, en période de corrélation des autres classes d'actifs, peut s'avérer très intéressante. Voici donc plutôt que des solutions toutes faites à l'orée de temps incertain, les principes qui nous semblent être ceux qui sont le plus de nature à guider, à aider les investisseurs à naviguer dans ces eaux encore assez mal cartographiées. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup Tristan pour ce point. On l'applaudit. Un point exhaustif, intéressant, un benchmark intéressant pour notre marché. Et ça constitue une belle transition pour Reda, pour pouvoir exposer un peu, faire le parallèle ou faire un bilan déjà sur la situation sur le marché marocain. Merci. Bonjour. Alors, permettez-moi juste de lancer la présentation. Juste une seconde. C'est bon. Alors, bonjour, bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, on va très rapidement, 10 minutes, parler du contexte économique national, juste pour dresser un peu le topo, avant d'ouvrir le débat entre panélistes. Alors, très rapidement, comment va le Maroc aujourd'hui ? Je crois que vous connaissez déjà la réponse à cette question, mais on va essayer de mettre des chiffres sur cette situation. Alors, jusqu'à présent, l'inflation moyenne est au-dessus de 6%. On n'est pas du tout coutumier d'inflation aussi élevé et il est en train de se diffuser au-delà des biens non échangeables. Le taux directeur a été remonté, a augmenté à 50 points de base et on a une des croissances les plus faibles qu'on ait connues hors période Covid sur les 20 dernières années. On est inférieur à 1% en termes de croissance. La composante agricole explique une bonne partie de ce qui se passe, mais c'est pas l'unique raison. On a également des raisons plutôt fondamentales sur la composante non agricole qui explique cette décélération de la croissance. Vous le voyez au fait au niveau du graphique en haut à droite que en termes de prévision d'inflation, même la Banque centrale, Tristan tout à l'heure parlait de banques centrales qui n'ont pas vu venir l'inflation, nous non plus. On n'a pas été visionnaire par rapport à l'inflation, elle a pris tout le monde de court, c'est pareil ici. Et au fait, il faut pas remonter très loin pour voir quand c'est trempé, entre guillemets, en termes de perspective d'inflation, même au niveau des conseils de la Banque centrale, celui de décembre dernier, on prévoyait une inflation pour 2023 qui était autour de 2%.
Ensuite, on a révisé au T1 en se disant, oh, ok, peut-être qu'on s'est trompé, on sera peut-être à 5. Peut-être à 5. Puis on a révisé à 5,5, là on est à 6,3 et on va probablement réviser davantage. Voilà, vous le suivez au niveau des biens échangeables, le panier de la ménagère a fortement pris. D'autres indicateurs que la Banque centrale suit et qui montrent aussi que du point de vue économique, les choses ne sont pas au beau fixe, c'est l'indicateur des climats des affaires qui est en baisse, moyenne sur 4 trimestres qui est presque au niveau le plus bas qu'on ait observé. Et le taux directeur, j'en parlais tout à l'heure, qui est à 2%, mais qui reste à un niveau bas par rapport à l'historique qu'on a connu. C'est un des rares mouvements haussiers que le taux directeur ait connu sur les 20 dernières années. L'autre hausse étant une hausse de 25 points de base qui est intervenue en 2008 et qui n'a duré que 6 mois. Alors ensuite, en termes de situation du Trésor, on a un endettement qui a fortement progressé. 70% du PIB en termes d'endettement, c'est 10 points de plus que 2019, sachant qu'en termes de dénominateur, parce que l'endettement est mesuré par rapport à la richesse créée, et la richesse, elle, est nominale. Que la richesse progresse mécaniquement avec l'inflation. Et quand bien même cette richesse a progressé, notre niveau d'endettement a pris 10 points. C'est dire que bon, il fallait gérer le Covid. Il y a une situation assez particulière qui fait qu'on a pris 10 points après avoir connu une période de baisse continue, vertueuse de gestion de la chose budgétaire. Cette année-là, on a des charges de compensation qui sont à plus 125% par rapport à l'année dernière. Tristan en parlait tout à l'heure, c'est principalement le gaz, au fait, parce qu'il y a trois éléments qui contribuent à cette charge de compensation au niveau du budget de l'État. Le gaz, le sucre et le blé, le gaz étant la composante la plus volatile et qui explique cette hausse qu'on a connue. Vous le voyez au fait au niveau du graphique en haut à droite, à quel point ce niveau-là a été élevé. La croissance du crédit en nominal paraît intéressante, 5%, seulement quand on regarde de plus près, c'est principalement les crédits de trésorerie qui progressent. Ce sont des entreprises qui ont vu leur BFR croître, et donc leurs besoins de financement augmenter. Ce sont les crédits de trésorerie qui progressent. On n'est pas sur une tendance où le crédit vient financer la création de valeur. Les crédits à l'équipement sont en baisse 2 années de suite. Donc le chiffre paraît bon, mais il est trompeur. Le chiffre de la souffrance, du taux de souffrance, quant à lui, reste relativement élevé, 8,8%. On n'est pas du tout au niveau qu'on a connu début des années 2000, mais on reste sur un niveau élevé et la tendance est légèrement haussière. Et puis en termes de voilà, et puis voilà. Donc c'est bon. Ensuite, la bonne nouvelle provient de la partie devises. Alors au niveau du compte courant, on réalise une année plutôt intéressante. Même avec la hausse que le prix du baril a connu, que le gaz a connu, que tout ce qu'on importe a connu, on arrive à s'en sortir grâce à plein d'éléments. Parmi ces éléments, c'est une saison touristique tout à fait exceptionnelle, puisqu'on a dépassé 2019. Si on zoome au fait sur les 3 mois de l'été, juin, juillet, août, on serait sur une croissance de 32% en termes de recettes touristiques. Donc on peut dire qu'on est revenu à un régime... au fait, le secteur touristique a tourné à plein sur la saison touristique et ça a permis de renflouer les caisses en termes de devises. Le déficit a quant à lui fortement augmenté. On parle ici du déficit commercial qui concerne les biens échangeables. Il a augmenté à plus 77 milliards. Donc il a été de 214 milliards de dirhams sur les 8 premiers mois par rapport à 137 milliards une année auparavant. Le compte courant, qui lui tient compte des éléments de type service, mais également du tourisme et des transferts des MRE, connaît un déficit relativement maîtrisé. Uniquement 4% du PIB, ce qui fait qu'en termes de réserve de change, on continue d'avoir un niveau de réserve de change très confortable. On n'est pas du tout dans la situation de pays comparables, comme c'est le cas en Tunisie ou en Égypte, qui ont un stress au niveau de les réserves d'échange. Nous, on a toujours 6 mois au niveau de nos comptes et le secteur bancaire se porte bien. Il y a un équilibre au niveau du marché de change au niveau bancaire puisque les banques ont une position de change qui est proche de 0 et n'ont pas recouru, ne serait-ce que pour un dirham, à la Banque centrale pour demander de la devise. Une année pareille où il y a autant de stress sur le prix des matières premières ou sur la devise, c'est plutôt une bonne chose à mettre au crédit de notre pays. Alors, quelles sont les principales hypothèses de la loi de finances actuelle? On table sur une croissance de 4% du PIB, principalement rattrapage au niveau du PIB
agricole, parce qu'on a eu une des saisons agricoles les plus mauvaises sur les dernières années, ce qui fait qu'on part d'un point très bas. Donc si on revient à 75 millions de quintaux, parce qu'on continue de dépendre de la culture céréalière, même si elle contribue beaucoup moins que par le passé, mais l'amplitude de mouvement fait que une bonne ou une mauvaise année en termes de culture céréalière peut agir sur le PIB. Et si on revient à un niveau normal de récolte céréalière, on pourrait être à 4% du PIB. Donc de ce point de vue, cette hypothèse au niveau du projet de loi de finances paraît plausible. En tout cas, on ne devrait pas s'en éloigner de manière importante. Par contre, au niveau de l'inflation, on table sur 2%, probablement chiffre qui sera révisé à la hausse. Au niveau du PIB agricole, j'en parlais, 13% de croissance, effet de rattrapage. Valeur ajoutée non agricole, 3,1%, ce chiffre-là paraît relativement élevé, d'autant plus qu'il intègre une composante demande adressée au Maroc, laquelle demande devrait être faible compte tenu de récession. On parle de récession dans les pays avec lesquels on fait le plus de commerce avec insistance. Donc normalement, les 3,1% de valeur ajoutée non agricole paraissent peut-être un peu élevés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors la demande étrangère, j'en parlais, en croissance. Ça paraît peu vraisemblable compte tenu de la situation de nos principaux partenaires. La consommation de ménages en hausse, un prix du baril à $93 et le gaz butane à $800. Ensuite, du point de vue des recettes de l'État, 255 milliards de recettes fiscales en croissance. On pense que c'est jouable, que c'est tout à fait possible, avec des recettes d'IS en croissance de 10 milliards, 61 milliards de dirhams, et de recettes de TVA en croissance de 12 milliards de dirhams. Les recettes non fiscales, quant à elles, devraient enregistrer un chiffre record, 54 milliards, en partie grâce ou à cause des financements innovants. Il faut savoir que les financements innovants est un moyen que auquel l'État a eu recours les dernières années, qui consiste au fait à faire du sell and leaseback. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà recouru à ce type de financement, où l'État met, dans le cadre d'une structure de type OPCI, des biens immeubles, des ministères, des CHU ou ce genre de choses, qui sont ensuite acquis, lequel OPCI est acquis par des institutionnels reloués à l'État. C'est un moyen de financement qui, dans la comptabilité de l'État, est considéré comme recette, pas comme financement. Ce qui permet de dire que le déficit sera cantonné à 4,5%, mais dans les faits, le besoin de financement du Trésor, il va falloir l'augmenter de autant de ces recettes dites financements innovants, qui sont budgétés pour l'année prochaine à hauteur de 25 milliards de dirhams. En table, et là encore c'est un chiffre élevé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, sur 60 milliards de dirhams de recettes en emprunt extérieur. Bon, cette année, on avait 40 milliards au niveau de la loi de finances, on ne les réalise pas à date, on n'est pas du tout dans les 40 milliards, sachant que la situation mondiale est un peu compliquée, donc on a du mal. Si le Maroc devait sortir aujourd'hui, comme il l'a fait plein de fois par le passé, avec beaucoup de succès, sur les marchés d'émission de dette à l'étranger, il devrait payer un taux avoisinant les 7%. C'est ce qui fait que l'État n'est pas sorti, et on ne pense pas que les conditions de financement du Maroc changeraient de manière fondamentale l'année prochaine. Donc les 60 milliards de recettes, si elles devaient se faire, se feraient de manière bilatérale, avec des supranationaux ou avec de grands groupes comme la Banque mondiale ou le FMI, etc. Mais ça paraît peu vraisemblable que ça se fasse au niveau du marché obligataire. Masse salariale en croissance de 5,7%. Dépenses d'investissement toujours en hausse. Quoi qu'il arrive, l'État continue d'être l'entité qui supporte le plus l'effort d'investissement au niveau du Maroc. Pour rappel, le Maroc fait partie des pays qui investissent le plus en termes de portion de PIB. La FBCF, la formation brute de capital fixe, qui mesure l'investissement d'un pays, est autour de 30%, je parle sous le contrôle de mes collègues, autour de 30% du PIB. Ça fait partie des niveaux les plus élevés et on continuera d'investir. De là à parler de la rentabilité de ces investissements, c'est une autre histoire, mais de toute façon, on investit de manière importante et on continuera de le faire, et on table sur des charges de compensation de 26 milliards sur la base de $800 la tonne. A priori, on serait pas loin en termes de niveau. Alors,
Petit mot sur ce qui s'est passé dans les marchés pour ceux qui n'ont pas suivi. Très forte hausse des taux depuis début d'année. Vous le voyez ici, la courbe a shifté, a connu une translation quasiment parallèle. Toutes les maturités ont subi des hausses importantes. On voit du 3 chiffres par endroit. On n'a pas l'habitude de voir une courbe sur une année progresser de 100 points de base. Bon, le taux directeur explique une partie, 50 points de base de hausse du taux directeur. On la retrouve quasiment entièrement au niveau de cette translation, mais pas uniquement. La situation du Trésor, qui a dû gérer des besoins de financement importants, qui n'a pas pu recourir au marché international, explique également une partie de cette hausse. Et dans ce contexte, les indices obligataires qui mesurent la performance des actifs obligataires de manière générale réalisent des performances négatives pour certains indices, même très négatives. Le long terme est à moins 6% à date, depuis le début d'année. Je parle ici des obligations d'État à très long terme. Quand on mesure leur performance de manière agrégée, on est à moins 6%. Et même les indices un peu moins sensibles, un peu moins exposés à cette hausse des taux, réalisent tout de même des performances négatives, voire proches de zéro. Donc on est sur une année obligataire, Tristan l'expliquait, c'est une situation mondiale assez basse, où il y a une recorrélation des actifs obligataires et actions. C'est une situation qu'on vit également au Maroc. Le marché actions est également baissier, très baissier. On est à 10 500 points aujourd'hui. Donc on est sur une baisse continue depuis février autour, où on a touché un point plus haut, donc depuis la guerre en Ukraine. C'est là où le marché a commencé à baisser, et puis au fur et à mesure qu'on prévoyait des hausses de taux, il y avait de moins en moins d'appétit pour les risques, et donc moins d'acheteurs au niveau du marché actions. Tout cela s'est fait sur des volumes, c'est vrai, assez faibles. Quand vous voyez au fait les volumes d'échange, ils sont en baisse par rapport à l'année dernière, mais ça fait qu'il n'y a pas d'acheteurs. L'appétit au risque est relativement faible. Voilà ce que je voulais partager avec vous avant d'ouvrir le débat. Donc, merci. Merci. On l'applaudit. Merci beaucoup, Reda. Merci pour cet exposé riche, concis. On ouvre le débat. Et donc, la première question qui me semble légitime, après avoir suivi vos présentations, c'est la question de la soutenabilité de l'inflation. Je pense que lorsqu'on parle d'investissement en période d'inflation, implicitement, on met comme hypothèse que cette inflation n'est pas transitoire. On ne peut pas investir dans une optique moyen terme en considérant que l'inflation elle est juste de passage. Et donc là, c'est un point très important parce que cette hypothèse forte de considérer que l'inflation elle est soutenable conditionnera aussi les convictions d'investissement aujourd'hui des investisseurs. Ils doivent investir dans une perspective que l'inflation va rester, va perdurer. Et là, je me tourne vers Reda, justement pour faire le parallèle avec l'exposé de Tristan et par rapport au marché, à l'économie marocaine de manière générale. Quels sont aujourd'hui les arguments pour vous, en tant que société de gestion, qui plaident justement pour une soutenabilité ou bien une poursuite des pressions inflationnistes sur le moyen terme? Merci. Alors, ce qu'on a connu jusqu'à présent est principalement une inflation importée. Une inflation tirée par les matières premières, une inflation de biens. Ce qu'on peut voir, et c'est ce qu'on appelle l'inflation de second tour, c'est cette inflation qui se transmet au salaire. Et à partir du moment qu'on commence à avoir des anticipations d'inflation qui sont ancrées dans la conscience collective, l'inflation s'auto-alimente. Donc le fait que cette inflation va durer peut devenir une sorte de prophétie autoréalisatrice. À partir du moment que cette inflation dure dans le temps, il y a toutes les chances qu'elle soit difficile à inverser, que la tendance soit difficile à inverser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'au niveau des politiques monétaires mondialement, la réponse est très vigoureuse. Parce qu'on ne veut pas justement que cette inflation s'auto-alimente. À partir du moment que tous les agents anticipent de manière durable une inflation, ça devient très difficile à inverser. Donc, alors, revenir à une inflation de 2% paraît très compliqué compte tenu de l'inflation qu'on connaît dans le monde et du fait qu'on va avoir des effets de second tour certainement. Revenir à une inflation un peu plus modérée, pas au niveau de 8% qu'on a connu
récemment, se fera mécaniquement par effet de base. Parce que maintenant, on a touché un point très élevé qui prend en considération un certain nombre de prix, notamment celui du gasoil à 16 dirhams, etc., etc. Au fur et à mesure que ces prix-là resteront peut-être élevés, mais se stabiliseront, cette inflation baissera mécaniquement, mais pas au niveau de 6%. Nos projections par rapport à l'indice des prix à la consommation pour l'année prochaine, quand bien même on aurait une inflation de 0 d'ici la fin de l'année 2023, on aura quand même une inflation moyenne sur l'année 2023 qui sera plus élevée que l'objectif de 2%, on sera probablement autour de 3, voire 4%. Merci. Donc, c'est clair que sur la base de cette hypothèse, on marque vraiment une rupture avec ce qui s'est passé sur des dernières périodes, marquées par des taux bas et marquées par une inflation vraiment relativement basse. Et donc, généralement, il est évident que durant les phases inflationnistes durables, la notion de l'investissement dans l'immobilier revient au devant de la scène. Et donc, du coup, on voit très bien qu'au niveau du Maroc, le Maroc, il a enrichi un peu son marché financier en lançant les OPCI. On devient le 3e pays africain à adopter cet instrument au cours des dernières années. Et là, je me tourne vers Mohamed pour avoir votre retour d'expérience sur l'implémentation des OPCI au Maroc. Et déjà, pour bien assimiler le sujet, j'aurais 2 questions. La première, nous sommes aujourd'hui face à quel type d'opération pour le cas du Maroc sur le segment OPCI? Et ma deuxième question, comment peut-on aujourd'hui positionner le couple rendement-risque des opérations OPCI au niveau du marché financier dans son ensemble? Merci Taha, bonsoir à tous. Alors peut-être juste avant de répondre à ta question, faire un petit état des lieux du marché des OPCI. Alors donc c'est un marché, la loi a vu le jour en 2016, mais c'est un marché qui a réellement démarré à partir de 2019 jusqu'à ce qu'on ait, en tout cas, l'ensemble de l'arsenal juridique qui a été mis en place. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui on est à 50 milliards de dirhams d'actifs sous gestion pour une industrie qui a démarré en période de Covid. C'était juste après. Et on est à 50 milliards de dirhams d'actifs sous gestion, 9 sociétés de gestion qui ont été agréées, 43 fonds qui ont été également agréés, 11 évaluateurs qui sont également agréés. Donc on est en train de parler d'une industrie qui a fait preuve d'un dynamisme, en tout cas, qui a salué. Alors, quels sont les types d'opérations qu'on a vues au cours de ces 3 dernières années? Alors, il faut rappeler un sujet également, c'est que l'instauration de ces produits, elle s'est faite en parallèle avec des incitations fiscales qui ont été accordées par l'État. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une révision dans le cadre du projet de loi de finances 2023, on va y revenir. En tout cas, ces incitations fiscales, elles ont permis de lancer et dans les meilleures dispositions l'industrie des OPCI. Donc on a vu plusieurs opérations d'externalisation. Tout à l'heure, Reda a parlé d'opérations de sales and leaseback. C'est exactement le même type d'opération qu'en train de réaliser les opérateurs économiques. Alors c'est quoi des opérations de sales and leaseback? C'est juste de l'externalisation d'actifs qui est mobilisé dans des bilans. On le sort et on le met dans une société de type OPCI, ça peut être une foncière. Mais en général, c'est Propco, c'est une société de type Propco qui, elle, va être propriétaire de l'immobilier. Et l'objectif derrière, c'est d'aller chercher de la liquidité en vendant les participations. Donc, c'est vraiment des opérations d'externalisation. Alors, juste pour vous donner un chiffre, sur les 50 milliards de dirhams, on va dire que 95% des 50 milliards de dirhams d'actifs sous gestion se sont faites sur des opérations d'externalisation. Les quelques 5%, ça va être des opérations de club deal. Alors, qu'est-ce qu'on appelle club deal? C'est des opérations qui vont permettre de lever des fonds pour aller développer des actifs. D'accord, on le voit. C'est assez timide, mais c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Et notamment le projet de loi de finances 2023 vient un peu secouer un peu la rente sur laquelle on a vécu ces 3 dernières années, notamment grâce aux incitations. Mais en tout cas, on est obligé d'aller chercher un peu plus de valeur ajoutée.
Donc ça, c'est les deux types d'opérations. Donc on parle de sales and leaseback et on parle de quelques opérations de club deal, notamment en allant chercher du financement auprès d'investisseurs institutionnels. Alors l'autre question, c'est par rapport comment se situe l'OPCI par rapport à cette notion de risque rentabilité. Alors juste pour définir un peu ce que c'est que les OPCI pour nous, et je pense un peu que c'est la définition de ce qu'on trouve à l'international, c'est des placements alternatifs. Alors alternatifs à quoi? Nous, on peut le situer entre le marché action et le marché obligataire. D'accord? Donc on doit se situer entre ces deux classes d'actifs. On avait fait la mesure un peu en France parce que c'est notre marché un peu immédiat et on a remarqué que les rendements liés aux OPCI par rapport à un OAT 10 ans qui était à taux zéro, mais les OPCI offraient 400 points de base par rapport à l'OAT. Donc nous aussi, on doit se situer aux alentours de cette prime de risque par rapport à des rendements sans risque de la part de l'État. Donc c'est vraiment un produit alternatif entre le marché action et obligataire. D'accord. Et juste, Mohamed, en termes d'intervenants, d'opérateurs, aujourd'hui, qui sont les opérateurs qui sont actifs aujourd'hui sur le marché et qui réalisent ces opérations-là? En termes de profil d'opérateur. Alors, on trouve beaucoup l'État. L'État, parce que Reda, on a parlé tout à l'heure, c'est du financement innovant. Donc, sur les 50 milliards de dirhams, allez, on va dire que 50%, c'est l'État. Donc, c'est l'État qui a compris un peu l'intérêt des OPCI. Donc, il y a du financement qu'il est parti chercher auprès des institutionnels marocains. On parle d'un risque État aussi, hein, parce que la contrepartie, le locataire et le risque de crédit, c'est le risque État. Donc vous imaginez bien que pour cette classe d'actifs où l'État est locataire, il y a un intérêt, il y a un fort engouement de la part d'institutionnels. Donc 50% des 50 milliards ont été structurés par l'État. En tout cas, où l'État a fait des opérations de sales and leaseback. Les autres, en tout cas sur les 50 milliards, une part aussi importante a été réalisée par le marché, par les établissements bancaires, dans le cadre du sales and leaseback de leurs agences. Donc on est en train de parler d'un marché qui fait aux alentours de 10 milliards de dirhams. Et il y a d'autres actifs qui sont en train de se développer, notamment nous, en tant que société de gestion, on a pas mal d'actifs qui sont liés à l'éducation, du retail, des CHU qu'on détient. Mais grosso modo, c'est plutôt un marché d'institutionnel aujourd'hui. On l'ouvre pas à des personnes physiques. On est en train de le faire. C'est des stratégies qui se mettent en place, mais à date et actuellement, c'est plutôt un marché d'institutionnel. D'accord. Donc, si j'ai bien compris en termes de rendement, merci beaucoup Mohamed, en termes de rendement aujourd'hui, un investisseur, il va voir le taux, le marché de taux, voir un peu qu'est-ce qu'offre un peu le marché de taux et donner une prime pour justement la répercuter sur les OPCI. Exactement. Mais à la baisse. La prime, elle va se faire à la baisse. Parce que le marché action reste le marché le plus élevé. Non, je parle de taux. Pour comment on construit un peu le rendement exigé sur ce segment-là. Exact. Ça marche. Merci beaucoup Mohamed pour ces insights et ces explications. Maintenant, Fouad, si on est amené à faire le parallèle avec l'activité du capital risque, si vous pouvez juste nous faire dans un premier temps un tableau de bord réaliste de la situation actuelle en termes de taille, de dynamique, de nature des opérations et surtout des niveaux de rentabilité ou de rendement qui sont offerts actuellement ou qui ont été offerts par le marché du capital risque au Maroc. Merci Taha. Je commencerai par une petite correction. C'est pas du capital risque, c'est du capital investissement. Parce qu'en fait, le capital risque, c'est une sous-catégorie du capital investissement. Aujourd'hui, au Maroc, en fait, il y a, pour donner des chiffres, il y a à peu près 28 sociétés de gestion qui gèrent à peu près une quarantaine de fonds d'investissement. On distingue les levées, ce qu'on appelle les levées de fonds, qui sont à peu près sur un cumulé on est à 23-24 milliards de dirhams. Les investissements réalisés au Maroc, c'est à peu près 11 à 12 milliards de dirhams. Et les désinvestissements, ils se situent autour de 6 milliards de dirhams. Voilà, donc sur les 10-15 dernières années.
Les rendements, on a une moyenne un petit peu de 12-13% brut. Ça, c'est le TRI, sachant que quand on parle de sous-catégorie, là, effectivement, il va y avoir des tendances qui sont complètement divergentes. En parlant de rendement du capital de risque au sens propre du terme, on est autour de 5%. Le capital développement, on est autour de 15%. Le capital retournement, on est autour de 20%. Donc il y a pas mal de gap entre les catégories, mais la moyenne tourne autour de 12-13. Voilà. Ce qu'il faut, peut-être une dernière chose, ce qu'il faut dire, c'est que l'écrasante majorité des fonds d'investissement ont un positionnement minoritaire. Il est très rare, il y a à peu près 4-5 fonds d'investissement au Maroc et qui ont une position majoritaire, c'est-à-dire qu'ils prennent la majorité dans le capital des sociétés et qu'ils les gèrent complètement. Les autres, c'est plutôt du minoritaire, mais avec hands-on, c'est-à-dire avec un suivi, monitoring et implication dans la gestion des sociétés. Peut-être une dernière information, c'est que la tendance s'est inversée à partir de 2009 au Maroc, dans le sens où, avant 2009, l'écrasante majorité des investisseurs étaient marocaines. Aujourd'hui, c'est l'inverse. L'écrasante majorité des investisseurs dans les fonds d'investissement, ce sont des DFI et des investisseurs étrangers. D'accord. On est à peu près autour de 75% d'investisseurs étrangers dans les tours de table des fonds d'investissement au Maroc. D'accord. Et pour moi, Fouad, vous êtes vraiment au cœur de l'économie réelle du Maroc et je profiterai de cette occasion justement pour rebondir sur vos explications et vous demander aujourd'hui, en tant que professionnel qui êtes sur des opérations concrètes, sur des deals concrets, comment voyez-vous l'impact de ce resserrement monétaire que connaît un peu le monde et aussi le Maroc et la hausse de l'inflation sur le secteur et aussi sur la composante offre-demande? Oui. En fait, pour bien le comprendre, il faut regarder le cycle, j'allais dire, d'un fonds d'investissement. Le cycle, il commence au moment de la levée. Une fois closé, il y a l'investissement. Après l'investissement, il y a la vie de l'entreprise, le mentoring. Après, il y a l'exit. Donc, c'est l'impact de l'inflation, on le voit en fait sur ces 4 phases. Quand on est dans une période de forte inflation, ce qui est le cas actuellement, il y a moins de levée de fonds à l'échelle mondiale. Par exemple, il y a 40% de levée de fonds de moins sur le premier semestre 2022 comparativement au premier semestre 2021. Simplement parce que la tension inflationniste, elle crée de l'incertitude. Et quand on est dans un environnement incertain, on essaie de ne pas s'avancer. Et donc, la deuxième phase, c'est la phase de l'investissement lui-même. La problématique de la phase d'investissement, c'est une problématique valo. Dans une phase inflationniste, les multiples sont bas, les taux d'actualisation sont hauts, les valorisations sont basses. Logiquement parlant, on devrait dire c'est le bon moment pour investir. Mais c'est pas le cas. Normalement, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Pourquoi? Parce que les investisseurs, comme ils n'ont pas de visibilité sur la durée, je dirais, de la tension inflationniste, on parlait je disais tout à l'heure, au départ, on pensait que c'était simplement une question de quelques mois, etc. Et puis après, maintenant, on parle de quelques années. Peut-être il y a même des analystes qui prévoient une stabilité, quand je dis stabilité à la hausse de l'inflation sur 3-4 ans. Et 3-4 ans, c'est la durée d'investissement d'un fonds. Et donc,
On ne peut pas, en tant que gestionnaire du fonds, acheter une entreprise et voir s'éroder sa valorisation parce que la baisse de la valorisation des actifs, elle est immédiatement reflétée, on la trouve immédiatement dans le portefeuille global. D'accord. Et quand on a un portefeuille qui est dévalorisé, en tout cas qui baisse en termes de valeur, c'est des rendements d'investisseurs qui baissent en même temps. Donc on essaie de ne pas trop investir pendant ces... Il y a le troisième volet, c'est le mentoring. Le mentoring, c'est tout simplement la vie réelle des entreprises. Ça, on le voit, nous, on a à peu près une quarantaine de sociétés qu'on suit. Et la grosse problématique aujourd'hui, c'est bien sûr l'inflation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût des intrants augmente. Le coût de la logistique et de l'approvisionnement augmente. Et les entreprises n'ont pas cette capacité de répercuter ces augmentations de prix sur leur production, sur le produit. À moins, il y a ce qu'on appelle le pricing power, à moins d'être un leader de marché, on ne peut pas se permettre de refléter et de répercuter l'inflation sur les produits. Parce que tout simplement, on va voir sa part de marché diminuer parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on n'est pas leader. Okay. Le quatrième volet, le dernier, c'est tout simplement l'exit. Je suis un gérant de fonds qui a dans ce portefeuille une dizaine de sociétés. La valeur de ces sociétés ont baissé du fait de l'inflation, du fait de l'effet inflationniste. Je ne vais pas me permettre de céder à n'importe quel prix et, je dirais, par-delà, diminuer le rendement et baisser le rendement des investisseurs. Ça, c'est très important. Ce qui fait que pendant la période d'exit, il est plus facile pour un gestionnaire de fonds de gérer l'inflation au moment de l'investissement qu'au moment de l'exit. Parce que l'exit, il a une durée, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne peux pas tout dire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds d'investissement ont une durée de vie limitée, qui est de 10 à 12 ans. Si moi je suis gestionnaire de fonds, et je suis à la 11e ou à la 10e année, et que je dois réaliser des exits en période inflationniste, ah ben c'est la catastrophe pour moi. Il n'a pas un moyen de décaler l'exit? Il n'a pas un moyen de décaler l'exit. En fait, il doit convaincre les investisseurs dans le tour de table du fonds de proroger la durée de vie du fonds, de telle manière à ce qu'ils puissent espérer avoir, je dirais que la tension inflationniste baisse et avoir des périodes, je dirais, plus clémentes et donc revoir un petit peu la valeur de son portefeuille à la hausse. D'accord. Merci beaucoup Fouad pour ces insights qui sont vraiment très intéressants. Là, je vais revenir sur la gestion d'actifs. Et là, je m'oriente vers Tristan pour une question qui est très simple. Aujourd'hui, chez vous, à Amundi, quel est le style de gestion que vous préconisez, que vous privilégiez dans le contexte actuel, dans un contexte d'incertitude, de volatilité? Quelles sont les convictions que vous défendez aujourd'hui? Alors, tout à fait. Alors, il faut distinguer, évidemment, comme très souvent en gestion, comme en macroéconomie, évidemment, les horizons temporels. Il y a le positionnement tactique, le positionnement stratégique. En termes tactiques, je pense avoir donc montré sur le tableau exposé tout à l'heure, certes très brièvement, notre positionnement actuel est plutôt donc neutre à positif duration, c'est-à-dire on commence à reprendre un petit peu des obligations dites sans risque. Pourquoi? Parce qu'on estime que les taux de marché maintenant ont intégré l'essentiel du resserrement monétaire à venir, donc plutôt neutre à positif duration. Et en ce qui concerne les actions, on reprend pas du risque à ce stade, donc malgré on ne souhaite pas à ce stade acheter le rebond des tout derniers jours, et on a plutôt des paris sectoriels qui sont un pari plutôt value par rapport à growth, puisque les titres value réagissent mieux évidemment aux hausses de taux.
On a également un pari géographique qui est plutôt en faveur des États-Unis contre la zone euro, notamment parce qu'on pense que la récession, effet du gaz oblige, va être plus sévère en zone euro. Ça, c'est pour l'allocation tactique, disons, de relativement court terme. Un petit peu plus tard dans l'année, on prévoit de reprendre du risque, de repasser quand même plus clairement positif sur les actions, mais ça se répercute aussi sur nos positionnements en termes de change, avec une préférence pour l'euro, mais qui attendra un petit peu plus tard en 2023, tout simplement parce que le signal qu'on attend, comme beaucoup d'intervenants de marché, c'est ce fameux pivot dovish de la Fed. Déjà qu'on est passé le plus dur de la récession en zone euro, et puis on attend ce pivot dovish de la Fed, donc une indication assez claire que on va bientôt en avoir fini avec ces hausses de taux directeurs. Sur l'allocation maintenant de très long terme, que je pense avoir essayé de l'exposer, on est une grande maison, on va aller chercher de multiples classes d'actifs dans de très nombreuses zones du monde. Néanmoins, en ligne avec les éléments que j'ai essayé d'exposer, donc de ce régime d'inflation durablement plus élevé qui s'accompagnera aussi d'une volatilité assez forte de l'inflation, on va avoir tendance à tirer les investissements un petit peu du côté donc des actifs réels. Alors effectivement, ça peut être l'immobilier, ça peut être les infrastructures, ça peut être le capital investissement, et puis également à renforcer cette diversification géographique, parce que on pense qu'avec cette volatilité de l'inflation, avec ce thème de démondialisation, on aura peut-être des cycles de politique monétaire moins coordonnés de par le monde, alors qu'ils étaient très coordonnés au cours des 20 dernières années, et de ce fait, cette diversification géographique va aussi reprendre une valeur qu'elle avait quelque peu perdue au cours des dernières années. Donc voilà ce qui va guider nos grandes réflexions d'investissement suivant les différents horizons temporels. Excellent, ça me fait une belle transition pour le cas marocain. Au Maroc, on n'a pas autant de flexibilité, on n'a pas autant d'alternatives en termes de diversification. Là, je me tourne vers vous, Reda. Aujourd'hui, si je me mets à la place d'un corporate qui a un besoin de gestion de sa trésorerie sur le court terme, aujourd'hui, au sein de Wafa Gestion, quelle est la stratégie que vous préconisez aujourd'hui pour un corporate qui a besoin aujourd'hui d'avoir une gestion dynamique sur le court terme? En fait, c'est une question compliquée, parce que la situation qu'on vit actuellement est inédite. J'ai préparé quelques slides que j'aimerais partager avec l'audience pour expliquer quel point de vue on a retenu pour étudier cette question. Ok, donc d'abord, j'aimerais partager avec vous l'histoire de l'inflation au Maroc depuis 2006, et vous voyez au fait que il n'y a rien qui soit similaire pour qu'on aille tirer des leçons. En règle générale, on va voir ce qui s'est passé dans le passé, voir s'il y a une situation qui se rapproche de la situation actuelle, en tirer les leçons et agir en conséquence. Or, maintenant, en regardant dans le rétroviseur, on ne trouve pas de leçons à tirer du passé. Faut remonter aux années où le marché obligataire n'existait pas. Alors, vous voyez, même en termes d'historique de taux directeur, il n'y a que des baisses continues, mis à part la hausse qu'on a connue cette année de 50 points. On n'a pas vraiment de leçons à tirer. Du coup, on a inversé un peu la question. On s'est dit, OK, l'inflation, qu'est-ce qu'elle a comme impact sur les classes d'actifs? Elle fait augmenter les taux. Et on a du coup inversé la question. On s'est posé la question, est-ce quand on regarde un indicateur des niveaux de taux à court terme, prenons le taux du 5 ans 2 semaines, qui est une maturité sur laquelle le Trésor émet de manière régulière, est-ce qu'il y a eu des périodes de hausse? Et est-ce que ces périodes-là sont de nature à nous permettre de conclure ou de tirer des leçons, à même de nous diriger sur comment investir? En fait, on voit qu'il y a eu effectivement des périodes de hausse. La plus importante est peut-être celle qui est intervenue vers ce niveau. On voit ici un point bas, 21-12-2006. On a eu une hausse de l'ordre de 135 points de base, à peu près similaire à celle qu'on est en train de connaître, et on s'intéressera à ce qui s'est passé effectivement au niveau de cette période pour essayer d'en tirer des leçons. On a des périodes peut-être d'amplitude moindre de ce côté-là, 85 points de base. On essaiera de voir ce qui s'est passé également ici et essayer d'en tirer des conclusions. Alors, d'abord, faisons une étude statistique sur comment les investissements se comportent entre eux. Ok, ici, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment un placement monétaire, en gros,
approché par un placement autour de 3 mois, si on investit sur des actifs 3 mois par rapport à un investissement au jour le jour? Est-ce qu'on est le plus souvent gagnant ou perdant? Et ce qu'on constate, comme on pourrait s'y attendre de manière logique, parce que plus on augmente son risque, plus on augmente sa probabilité de rendement, on constate que ça tient. Dans 70% des cas, effectivement, investir sur une période relativement longue, autour d'un mois, s'exposer sur des actifs dont l'horizon d'investissement est 1 mois, est plus intéressant que de s'exposer sur des actifs au jour le jour. On parle de 70% des cas avec une surperformance moyenne qui est relativement élevée, de l'ordre de 24 points de base par an. Donc, la logique se défend. Ici, on est en train de parler d'une durée de détention d'1 mois. Et quand on regarde au fait des investissements sur des actifs obligataires court terme, avec un horizon de l'ordre de 3 à 6 mois, la même logique est retrouvée. Plus on augmente son risque, plus on augmente son rendement. Pareil, dans 70% des cas, et on a 40% des observations où effectivement cette surperformance est élevée. Donc normalement, le réflexe devrait en tout temps être: j'investis en fonction de ma durée d'investissement, indépendamment de la conjoncture. J'ai plus de chances d'avoir raison que d'avoir tort. Je sais que j'ai de la visibilité sur 1 mois, 3 mois, 6 mois. J'investis en conséquence. Je peux être tranquille. On a fait le même exercice sur 3 mois et là, les choses sont à peu près similaires. Toujours 2/3 à 70% des observations où je suis gagnant, avec cette fois-ci une surperformance qui est plus élevée. Quand j'ai 3 mois devant moi, j'ai plus de chances de gagner en amplitude plus, en rallongeant ma durée, plutôt que en l'écourtant. Donc, encore une fois, réflexe, j'investis en fonction de ma durée d'investissement. Mais il y a effectivement une partie des distributions où j'aurais mieux fait d'être investi sur des actifs court terme, quand bien même mon placement est sur 3 mois. Pareil sur 6 mois, là, les observations où je gagne sont plus importantes et l'amplitude du gain est plus importante. Vous comprenez maintenant le pattern de l'analyse, c'est comment j'investis en fonction de ma durée d'investissement. Sur 6 mois, j'ai plus de chances, presque les 3/4 des observations, où je gagne davantage et je gagne jusqu'à 30 points de base de mieux. Sur 1 an, là, les observations sont encore meilleures. Si j'ai une durée d'investissement sur 1 an, c'est pas du tout la peine d'investir au jour le jour. Je peux m'exposer sur des investissements qui correspondent à mon horizon d'investissement en étant tranquille par rapport au fait que je ne rate rien. Qu'en étant sur du court terme, je ne rate pas grand-chose. Ceci s'applique pour des périodes de détention de 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais vous voyez un peu le topo. La principale conclusion, c'est le premier ingrédient nécessaire pour se dire sur quel actif je dois être investi en étant corporate, c'est d'abord de quelle durée je dispose. Et si j'investis en fonction de ma durée, de manière disciplinée, on va dire, j'ai toutes les chances d'avoir raison et de réaliser la surperformance naturelle relative à ma durée de détention. Alors, ensuite, deuxième exercice qu'on a fait, on a zoomé sur un point d'entrée qui correspond au point le plus bas observé. Je vous ai parlé tout à l'heure du 21/12/2006, un point qui a été suivi par une hausse de 135 points de base, quasiment en ligne droite. Ça correspond un peu à ce qu'on est en train de voir actuellement. Est-ce que j'aurais eu raison d'investir selon mon horizon d'investissement ou plutôt de décourter l'horizon d'investissement, quitte à gagner moins, mais j'ai moins de risques? Et ce qu'on observe au fait, c'est dépendamment de mon horizon d'investissement, si je suis sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, effectivement, j'aurais mieux fait de rester sur des placements très très court-termistes. J'aurais réalisé systématiquement mieux qu'un placement qui correspond à une période de 1 à 3 mois, voire un placement de 6 mois. Mais vous voyez que les différences ne sont pas énormes. C'est vrai qu'il y a une différence, on va dire une prime à l'investissement à très court terme par rapport à un investissement sur une durée élevée, mais les différences ne sont pas énormes. Deuxième conclusion, cette différence-là, dans ce cas précis, qui est assez isolé, mais qui correspond à ce qu'on est en train de vivre actuellement, cette différence-là se justifie par un point en particulier. Au-delà de la tendance qu'ont connue les taux, et notamment les taux courts, c'est 130 points de base de hausse en ligne droite, il y a un élément propre à la construction de la courbe des taux qui fait que à ce moment-là, on avait des conditions monétaires qui offraient mieux que les taux souverains. On avait un TMP interbancaire qui correspond en fait au marché
de gros, on va dire, de la monnaie, où les banques s'échangent des sommes importantes tous les jours. Ce marché-là se traitait à 2,72 au jour le jour, alors que les bons du Trésor étaient plutôt autour de 2,5, 2,60, 2,65. Et c'est peut-être cet élément-là, plus que cette tendance, qui explique le fait que le court terme a surperformé les autres maturités. Et donc, la conclusion que respecter son horizon d'investissement reste la bonne décision et le principal paramètre qui est censé conditionner notre décision sur quelle classe d'actifs on investit reste bonne. C'est vrai que dans ce cas particulier, on gagne moins, mais on gagne. Et puis, on a cet élément important qui explique pourquoi il y a cet écart. Regardons ensuite la période qu'on a vue tout à l'heure, deuxième période de hausse, cette fois une hausse tout aussi importante. Et là, on retrouve au fait le classement auquel on pourrait s'attendre, c'est-à-dire plus on rallonge sa durée, mieux on gagne, indépendamment de ce qui se passe. Et effectivement, là, on a une tendance haussière des taux, mais on a des investissements qui, en rallongeant la durée, justifient au fait que je sois sur la bonne classe d'actifs, typiquement sur de l'obligataire court terme, si je suis sur 6 mois, 1 an, du monétaire si je suis en 3 et 6 mois, et du très très court terme si je suis au jour le jour. Si je respecte cette logique de discipline, en théorie, c'est la bonne décision à prendre. Et on en veut pour preuve le fait qu'à ce moment-là, les pentes étaient, on va dire, normales. On avait un 52 semaines au moment de l'entrée qui était supérieur au TMP interbancaire, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un TMP bancaire qui est proche du taux directeur, autour de 2%, alors que l'investissement sur 52 semaines est plutôt à 2,5, 2,60, voire 2,70. Donc, plus que jamais aujourd'hui, respecter son horizon d'investissement et investir en conséquence est une bonne décision. Voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette première étude qu'on a faite sur comment investir en période de hausse des taux. Merci Reda. Je profite de l'occasion justement pour évoluer vers une vision un peu moyen-long terme par rapport au placement, par rapport aux investisseurs. Et là, je me tourne vers Mohamed. Si on considère que le produit OPCI, c'est un produit qui aujourd'hui peut nous prémunir contre, dans un contexte inflationniste, je compte vraiment sur ton esprit d'objectivité et ton sens d'objectivité pour me dresser vraiment une analyse SWOT ou bien me dresser les atouts et les limites d'un placement OPCI aujourd'hui pour justement faire face à ce contexte inflationniste. Alors, juste une définition de ce que c'est que l'OPCI. Pour qu'on soit tous d'accord, l'OPCI, c'est de la pierre papier. Donc, quand on investit dans un OPCI, on investit dans des titres, mais en réalité, les titres, en tout cas la société dans laquelle on investit, parce qu'au final, c'est une société, elle détient un sous-jacent qui est de l'immobilier. Donc c'est de la vraie pierre papier. Quand on investit dans un OPCI, on investit dans l'immobilier. Donc ça, c'est le premier atout. C'est qu'on investit dans des actifs réels, qui ont une vraie valeur à la fin, à the end of the day. Alors, ils ont une valeur. D'accord? Donc ça, c'est le premier atout de l'investissement en OPCI. Le deuxième, c'est qu'on investit sur un horizon très long terme. Quand on investit dans de l'immobilier, en général, on n'investit pas pour une durée de placement de 6 mois, 1 an, on investit dans un horizon très 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 long. Donc ça, c'est le deuxième argument. Après, un troisième argument, un peu plus technique celui-là, ça c'est toutes les augmentations triennales dont on dispose dans nos contrats et qui font que ces augmentations sont des garde-fous ou des mesures en période d'inflation et qui nous prémunissent de l'inflation. Donc ça, c'est vraiment les trois atouts. Alors, si on veut aller chercher les limites de l'investissement en OPCI, moi, les seules limites que je vois actuellement dans l'investissement en immobilier, c'est qu'au final, on ne peut pas répercuter de manière immédiate l'inflation. Et encore une fois, si on parle d'un investissement en immobilier en période d'inflation, on ne va pas répercuter l'inflation totalement. Ça, c'est pas possible. À moins qu'on soit que nos contrats soient totalement des loyers variables. En réalité, je vois mal comment on peut répercuter l'inflation sur les loyers. Mais ce qui sauve, c'est qu'encore une fois, on investit sur une période très 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 longue. D'accord, donc à t'écouter Mohamed, j'ai l'impression vraiment que le produit OPCI
il est vraiment totalement différent par rapport à ce qu'offrent un peu les produits classiques sur les marchés financiers. C'est-à-dire c'est des logiques un peu différentes. En tout cas, Pour le moment. ça ne peut pas être une gestion de trésorerie. C'est vraiment de l'investissement à très long terme. C'est quasiment de l'épargne. Lorsqu'on va sur des périodes très longues, c'est de l'épargne à long terme. En tout cas, pour les personnes physiques. Aujourd'hui, les investisseurs qui investissent aujourd'hui, est-ce qu'ils investissent dans une logique de placement pour avoir un rendement qui est supérieur ou bien qui surperforme un peu les rendements du marché, ou bien ils investissent vraiment dans une logique d'épargne à très long terme? Alors, pour les institutionnels, le côté positif des institutionnels, c'est que quand on les a pour toujours. Enfin, pour une bonne partie, c'est de l'investissement à très long terme. Alors, les personnes physiques, nous, en tout cas, dans notre stratégie de développement, on va les avoir dans une deuxième phase. Et effectivement, comme vous le dites, ça va être plus des produits d'épargne plutôt que des produits de gestion de trésorerie. Donc, encore une fois, je reviens sur cette optique, cet horizon très long terme de l'investissement en immobilier. Parce que finalement, l'OPCI, c'est de l'immobilier. D'accord. Merci beaucoup, Mohamed. Je reste sur cette vision long terme. Je reviens à Reda par rapport justement à l'autre catégorie d'investisseurs que sont les institutionnels. Moi, j'ai lu pas mal d'articles, j'ai eu pas mal d'échanges par rapport à des logiques de gestion. On a écouté Tristan. Certains privilégient aujourd'hui une gestion dynamique qui est en constante adaptation avec l'évolution du contexte économique et monétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, au niveau du marché marocain, est-ce qu'on peut effectivement mettre en place une gestion qui soit quasiment très dynamique dans une gestion long terme d'un investisseur? Merci Tara pour cette question. En fait, la réponse courte c'est difficile parce que la profondeur de nos marchés fait que la liquidité est relativement difficile à trouver en période où il y a consensus, comme c'est le cas actuellement sur la direction des taux, sur la situation du Trésor, sur le besoin de financement, sur l'inflation, l'attitude de la Banque centrale. Quand il y a consensus, en regardant dans le rétroviseur, on peut être tenté de conclure qu'on aurait dû réallouer ses actifs en étant institutionnel du très long ou très court, qu'on aurait peut-être pu se prémunir contre une baisse due à la duration, etc., etc. Mais ça relève plus du mythe que de la réalité, compte tenu de la liquidité de nos marchés. Force est de constater que nous sommes dans un marché financier qui est l'un des plus développés dans le continent, que je citerai comme mesure de cette sophistication de notre marché financier, la taille de la gestion collective, mesurée par la taille des fonds, des OPCVM, autour de 550 milliards de dirhams ou 600 milliards, à peu près la moitié de la richesse, à peu près 45% du bilan bancaire. Quand on regarde en fait ces ratios et quand on les compare à des économies comparables, on est très avancé. Mais est-ce que pour autant on a la liquidité qui va avec la taille de ce marché? La réponse est clairement non. Parce qu'au fait, il y a une petite poignée d'investisseurs institutionnels. Je crois qu'on pourrait les réunir dans cette salle, si ce n'est pas déjà le cas. Et s'échanger constamment des titres entre nous ne fait pas sens tant que le sens qui fait consensus est le même. Du coup, et là encore je vais sortir quelques slides, du coup qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait et quel est l'investissement le plus adapté? Donc permettez-moi de partager avec vous quelques éléments. Parce que là encore, on s'est posé la question, on a essayé de faire preuve de beaucoup d'empathie, de se mettre dans la peau d'institutionnel et de se dire finalement, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en situation pareille? Et est-ce qu'on n'a que ses yeux pour pleurer quand on voit au fait les taux augmenter, ou est-ce qu'on peut faire réellement autre chose? Et donc, on se pose la question, même trame que tout à l'heure, on va aller zoomer sur des périodes, voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se serait passé, et voir quelles auraient été les classes d'actifs les plus rentables, intéressantes. Là encore, on revient à cette fameuse période 2006 qui marque un tournant dans le marché obligataire.
Et on voit au fait ici qu'on a une hausse de 130 points de base. Là, on est en train de mesurer le 10 ans. Tout à l'heure, c'était le 52 semaines qui est une mesure des conditions de financement à court terme, ce qui correspondrait au marché naturel d'un corporate, qui place généralement, même quand il a le très long terme pour un corporate, c'est 1 an. Alors que l'institutionnel, comme le disait Mohamed, est là à vie. Et là, on est sur du long terme. Donc, on mesure au fait les conditions de marché par le 10 ans, comme proxy de comment les taux évoluent. On voit au fait qu'il y a une période autour de 2006 où les taux ont pris 130 points de base. On voit également une période ici où les taux ont pris 153 points de base. Et on va aller zoomer dessus pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'aurait été la meilleure décision à prendre, etc., etc. Commençons d'abord par des études statistiques comme tout à l'heure. Investissement long terme, moyen terme, très long terme, comment ils se comportent les uns vis-à-vis des autres si on regarde l'historique et on se base sur l'historique pour aller tirer des leçons. Là encore, la logique de risque-rentabilité est respectée. Il y a corrélation positive entre risque et rentabilité. On arrive à le prouver de manière empirique, de manière un peu plus détaillée. Là, je zoome sur un investissement à 3 ans. Même sur un investissement à 3 ans, ce que j'observe ici, c'est qu'un investissement sur le MBI global étant toute la dette du trésor, comment elle se comporte, une dette qui, en règle générale, a une duration de l'ordre de 5 ans, donc un investissement de 5-6 ans, comment elle se comporte par rapport à un investissement plutôt court terme de 2 ans. Est-ce qu'elle surperforme ou elle sous-performe? Et ce qu'on constate ici, au fait, c'est qu'il y a surperformance dans à peu près 80% des cas, y compris sur 3 ans. Donc même quand j'ai un investissement pas si long terme que ça, finalement sur 3 ans, avoir des actifs plus lents permet, dans plus des 3/4 des cas, de rémunérer mieux l'épargne plutôt qu'un actif court terme. Le MLT, conclusion similaire, 80%, et le très long terme, qui a une duration longue, c'est l'actif le plus risqué dans la catégorie obligataire, surperforme dans 83% des cas, avec des surperformances qui peuvent être très importantes. Deuxième vision, si j'ai un horizon d'investissement sur 5 ans, quelle est la comparaison entre des investissements, encore une fois, à long terme, moyen terme, au court terme? L'observation reste la même. Dans 80% des cas, je fais mieux. Ici, dans 83% des cas, le moyen long terme fait mieux. Et le très long terme, dans 80% des cas. Avec des queues de distribution qui peuvent, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire je peux avoir des situations où je suis dans des probabilités faibles, mais où l'amplitude peut être importante. Typiquement, une illustration, c'est que je peux, dans de très rares cas, perdre jusqu'à 1 ou 2 points par rapport à un investissement à court terme. Mais ça marche rarement. Donc, du point de vue statistique pur, coller à sa duration et faire de l'ALM de manière disciplinée paraît être la bonne solution. Sur 10 ans, les conclusions sont encore plus édifiantes. Sur 10 ans, en fait, le respect de l'horizon d'investissement ou le respect de la hiérarchie entre investissements, du long terme qui bat du moyen terme, qui bat du court terme, est respecté dans 100% des cas. Donc quand j'ai un univers d'investissement lent et que je sais par ailleurs que je suis dans un marché où faire opérer une rotation importante entre actifs court terme et long terme, le fait d'aller dans mon habitat naturel qui correspond à mon passif, à la duration de mon passif, est une décision sensée, qui peut provoquer de la frustration parce que je me dis j'aurais pu réduire ma duration aujourd'hui, la remonter demain, etc. Mais compte tenu des conditions de marché, son étroitesse et le fait qu'il y a consensus, on se console, entre guillemets, en étant sur la bonne durée qui correspond au résultat de l'étude ALM avec lesquelles tous les instituts ici sont familiers. On va maintenant zoomer sur des périodes, sur la période de 2006, qui est période où il y a eu une très forte hausse des taux, qui a duré dans un premier temps 3 ans et puis qui s'est prolongée sur 7 ans. Et effectivement, ce qu'on constate ici, c'est que la hiérarchie normale qu'on retrouve au niveau de la distribution que j'ai présentée peut ne pas être respectée. Et on peut avoir sur des durées relativement longues un MBI plutôt moyen terme qui surperforme des actifs un peu plus long terme. Donc là, ce n'est pas respecté. Mais l'écart n'est pas énorme. On n'est pas sur des écarts énormes. Sur 5 ans, les écarts sont encore moins importants. Et sur 10 ans, la logique est respectée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la conclusion, c'est
actif-passif, étude ALM et gestion rigoureuse du matching. Matching entre actif-passif, ça devrait, en tout état de cause, payer à long terme, quand bien même à court terme, ça peut provoquer de la frustration. Ce qu'on observe au fait ici, au niveau de ces graphiques en haut, c'est qu'à supposer qu'on investisse 100 au pire moment de l'observation, qu'on ait le moins de chances possible et qu'on investisse sur le pire actif, finalement, plus je reste, plus je finis par avoir ma hiérarchie. Et cette durée-là entre le moment où j'observe au fait que j'aurais mieux fait d'être investi sur des actifs plus courts, bah, elle se prolonge effectivement, vu qu'on a eu un cycle de hausse important, mais on finit sur 7 ans par avoir le croisement et donc par retrouver cette logique d'investissement. Plus j'augmente mon risque, plus j'augmente mon espérance de rentabilité. Et vous le voyez, je vous l'ai montré déjà avant, que sur 10 ans, la logique long terme, bas moyen terme, bas court terme est respectée. Voilà, pareil sur la période 2011-2013, vous voyez au fait que la logique est respectée sur des périodes encore plus courtes, où on a moyen terme, court terme, moyen terme, long terme, où il y a un vrai écart entre eux, et là, la récupération s'est faite plus rapidement. Voilà, donc, si j'ai une conclusion corroborée par ce que je viens de partager avec vous, c'est au fait de passer le plus de temps possible, surtout dans un marché aussi peu liquide que le nôtre, sur bien connaître son passif, bien savoir comment je peux adosser mes actifs à ce passif et ne pas avoir peur de rallonger sa duration quand on dispose du temps, parce que cette hiérarchie des rendements est empiriquement en tout temps respectée. Merci. Merci beaucoup Reda pour ces recommandations et éclaircissements. Donc pour conclure, je vais donner la parole à chacun d'entre vous, messieurs, mais chacun va me parler d'un sujet de manière très brève qui le concerne. Et l'originalité, c'est que je vais soulever moi-même le sujet, c'est-à-dire je vais partager avec vous un sujet qui vous concerne et dont j'ai eu l'occasion de discuter avec des investisseurs durant les derniers meetings. Donc on commence avec Tristan. Aujourd'hui, il y a un sujet très important qui suscite la préoccupation des corporates, des entreprises de manière générale au Maroc, c'est les devises, et principalement le dollar. On est sur une dépréciation du dirham par rapport au dollar de 13% en moyenne sur les 2 premiers mois. Les prévisions anticipent une dépréciation moyenne de 17-18% sur l'année. Selon les estimations, plus des 2/3 des importations du Maroc ils sont libellées en dollars. D'où la forte sensibilité de l'économie par rapport et du coût des entreprises par rapport à la volatilité, par rapport justement au dollar particulièrement. Donc, on aimerait bien vous écouter sur vos perspectives, votre vision chez Amundi par rapport au dollar en 2023. Oui, effectivement, c'est un élément essentiel de l'architecture financière mondiale qui n'a pas été beaucoup abordé donc jusqu'à présent. Donc sur le dollar, alors je vais pas pouvoir vous répondre précisément sur la parité avec le dirham, mais davantage sur le niveau du dollar en général. Là aussi, encore une fois, c'est largement une question d'horizon temporel. Pour vous répondre brièvement, notre scénario pour les prochains mois, c'est donc nous n'achetons pas la dépréciation actuelle du dollar et donc le rebond en l'occurrence de l'euro. On est plutôt sur un dollar qui continue à se déprécier jusqu'au fin de premier trimestre, voire fin de deuxième trimestre 2023. Sur un dollar qui continue à s'apprécier bien entendu, et ensuite donc en ligne avec le rebond des actifs risqués que nous attendons, donc une fois que le pire de la récession sera passé, le pire du momentum négatif de court terme mondial sera passé et que le pivot dovish de la Fed aura aussi probablement été atteint, c'est à ce moment qu'on pense que le dollar pourra se déprécier, les autres devises, les devises de diversification donc se réapprécier. Il y a en fait au moins trois variables qui rentrent dans le niveau général du dollar. C'est bien évidemment le différentiel, l'évolution, le delta du différentiel de taux avec les autres devises, le positionnement cyclique de l'économie. En général, les récessions sont plutôt
suscitent plutôt des mouvements de risque-aversion et donc sont plutôt favorables au dollar. Et puis il y a évidemment la risque-aversion aussi liée à ce qui se passe du point de vue géopolitique. En ce qui concerne l'euro, on a de toute évidence une prime de risque qui est assez substantielle liée aux événements en Ukraine en ce moment. On ne voit pas ces éléments se dissiper dans l'immédiat. La différence de taux devrait rester importante. Le momentum de court terme macroéconomique est négatif. Il y a très peu de visibilité sur l'évolution du conflit ukrainien. On pense qu'une éventuelle amélioration sur ces différents éléments est donc plutôt décalée au milieu, au premier tiers ou au milieu de 2023. Il y a évidemment des risques par rapport à ces scénarios. Si on a de très bonnes nouvelles concernant l'Ukraine, par exemple, ou si les derniers chiffres d'inflation qui étaient plus faibles qu'attendus au final aux États-Unis se répètent, là, pour le coup, ça pourrait déprécier le dollar plus rapidement et donc peut-être confirmer le mouvement de court terme qu'on a observé au cours des dernières semaines. Ça, c'est pour l'aspect, disons, à court, moyen terme, donc horizon jusqu'à fin 2023. Sur le long terme, il y a des questions importantes qui sont soulevées au sujet du dollar, qui tiennent à des aspects notamment géopolitiques et aussi à ce nouveau paradigme de démondialisation que j'ai évoqué. Au cours des 20 dernières années, il y a 20 ans, beaucoup de gens s'attendaient à une perte de rôle du dollar, donc potentiellement à une moindre demande, à un mouvement de baisse structurelle, en voyant que le poids relatif de l'économie américaine dans l'économie mondiale tendait à baisser au profit des pays émergents. Même si ce phénomène s'est produit, cette baisse du poids de l'économie américaine s'est produite, ça n'a pas empêché que le dollar a tout à fait gardé son rôle. D'autres concurrents potentiels ont beaucoup déçu, l'euro ne s'est pas imposé, et en fait, le dollar a probablement, une des raisons pour lesquelles le dollar a gardé son rôle, c'est très certainement, très probablement en tout cas, la mondialisation, la nécessité d'avoir une devise d'échange commune, un numéraire commun. Si cette tendance à la mondialisation s'érode quelque peu, on peut assister quand même à l'émergence de concurrents. Et là, on pense, alors l'Europe garde des problèmes structurels qui font qu'il est difficile pour sa devise d'être une vraie devise d'échange mondiale, mais on peut penser que des concurrents peuvent émerger, certes très graduellement, et à ce sujet, on pense au renminbi chinois. Donc il peut y avoir, par rapport, si on a effectivement la Chine qui réussit à structurer une zone de commerce dans laquelle sa devise jouera un rôle, le rôle mondial du dollar peut être quelque peu écorné, et ça peut être un élément, mais alors qui concerne pas du tout 2023 ou 2024, mais plutôt un élément baissier sur le très long terme. Et on peut aussi avoir donc les réserves. Alors, dernier élément, très géopolitique, je pense que vous avez vu passer beaucoup de réflexions dans les médias financiers sur le signal à long terme qu'a donné le blocage des réserves en dollars de la Russie. C'est un message en fait envoyé à tous les pays émergents. Vous n'êtes pas sûr d'avoir accès à vos réserves en dollars si vous n'alignez pas votre politique, si vous menez une politique qui est jugée hostile par les États-Unis ou les pays occidentaux en général. Ça n'a pas d'effet immédiat parce que pour le moment on est dans une zone de risque, c'est plutôt favorable au dollar, mais il se peut que les gestionnaires de réserves d'un certain nombre de banques centrales n'aient pas été indifférents à ce signal et cherchent quand même de la diversification, alors qui va aller dans un premier temps vers les autres grandes devises, peut-être un petit peu d'euros, mais on pense que le renminbi chinois peut en être quelque peu le réceptacle. Donc voilà, à court terme ça va suivre l'économie, la politique monétaire, l'évolution du conflit en Ukraine. À long terme, il y a des gros points d'interrogation sur la capacité du dollar à réitérer ce qu'il a fait au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire à ne pas perdre de son rôle malgré la baisse du poids relatif de l'économie américaine. C'est pas sûr que le dollar puisse réitérer cette performance à un horizon. Là, je parle plus entre 10 et 30 ans. Merci beaucoup Tristan, c'est très intéressant pour ces insights. Mohamed, je me retourne vers vous par rapport à un sujet que j'ai soulevé lors de mes discussions concernant justement la nouvelle orientation de l'État en termes d'opérations de leaseback qui sont logées au niveau des financements innovants, au niveau des finances publiques. On a constaté une dynamique qui est très, très forte, très visible. Les financements innovants sont passés de 12 milliards en 2021. On est à 18 milliards à fin septembre 2022. Les prévisions pour 2023 tablent sur 25 milliards de dirhams. C'est de la monétisation des actifs de l'État. Certains aujourd'hui craignent d'une concurrence de l'État au niveau du secteur des OPCI et un assèchement des liquidités sur le marché financier. D'autres voient ça comme une opportunité de développement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce débat de l'intervention importante de l'État sur ce segment-là? Alors, premièrement, si l'État le fait, s'il externalise,
pour moi, il n'y a pas de raison particulière pour les corporates de ne pas reproduire ce que fait l'État. Parce que l'État, il a compris, il a été désensibilisé, en tout cas via ces financements innovants, il se désensibilise par rapport à l'immobilier. Le fait de garder de l'immobilier dans le patrimoine de l'État ne lui apporte pas une valeur ou un rendement. Maintenant, lui, il a fait un arbitrage entre le fait de détenir ses actifs, le coût de l'externalisation et les externalités positives que ces coûts-là peuvent générer. Donc il a dit, j'ai un coût, c'est quoi le bénéfice qu'il va en retirer? Et je pense que de manière générale, en conclusion, il a dit que le bénéfice est beaucoup plus important que le coût. Donc il l'a fait. Et le fait que l'État le fasse, nous conforte sur le fait que les corporates peuvent s'inscrire dans la même lignée. Ils peuvent externaliser aussi leurs actifs. Nous, alors vous avez parlé d'assèchement de liquidité, mais je pense que quand il y a des opérations qui sont intéressantes pour les investisseurs, il y a toujours de la liquidité à les trouver. Donc on part du principe que l'État l'a fait. Il faut qu'on le reproduise au niveau des opérateurs et des corporates. La liquidité, encore une fois, même si l'État sort, mais on peut trouver de la liquidité, parce que les opportunités, si elles sont intéressantes, il n'y a pas de raison pour qu'on n'en trouve pas. Ça marche, merci Mohamed. Là, je vais aller vers Fouad. Fouad, je voudrais partager avec vous une statistique qui a été soulevée lors de mes discussions avec des investisseurs particulièrement institutionnels. Au niveau international, on considère que les meilleurs points d'entrée au niveau du capital investissement émergent durant les périodes difficiles, voire de récession. 91, 93, guerre du Golfe. 2001-2002, éclatement de la bulle Internet et récession économique. 2028-2029, la crise financière des subprimes. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que le capital investissement au Maroc pourrait offrir en 2023-2024 des points d'entrée vraiment très intéressants dans ce contexte-là qui peuvent être créés par cette situation économique difficile créée par l'inflation? En fait, il y a deux choses. Le capital investissement au Maroc a ses propres spécificités. Donc, on n'est pas dans les références mondiales. Nous, on n'a pas été touchés ni par la guerre du Golfe, 91-92. D'ailleurs, le capital n'existait pas. L'industrie du capital investissement n'existait pas dans ces temps. Quoi que l'on dise, le capital investissement au Maroc, il est tout récent. Hein. Et les premiers fonds nouvelle génération, ils datent de 2004-2005. Donc ça date d'hier. Donc on n'a pas ces historiques-là et ces références-là. Et on n'a pas aussi cette connexion qui puisse rendre le capital investissement corrélé ou sensible à ces phénomènes de subprime et consorts. Mais par contre, on a eu des périodes, on a eu deux phases, en quelque sorte jusqu'à aujourd'hui, dans les rendements et les performances des fonds au Maroc. Il y a, j'allais dire la phase d'avant 2009-2010 et la phase d'après 2009-2010. Pour la bonne et simple raison, tout à l'heure je parlais de TRI brut qui était autour de 12-13, mais avec des dispersions larges entre le capital risque proprement dit qui est autour de 5, le retournement qui est autour de 20, etc. Alors que, logiquement parlant, on s'attend à ce que le capital risque soit en tout cas, le rendement du capital risque soit beaucoup plus important. En fait, c'est ça l'effet 2009. Parce que avant 2009, il n'y avait pas de fonds start-up au Maroc, il n'y avait pas de fonds capital risque au Maroc. Et les rendements étaient nettement supérieurs à 15%. Parce qu'on faisait quasiment du capital développement. Après 2009, il y a eu un premier fonds, puis après, avec le programme Innovinvest de la CCG, il y a eu
la structuration de 3-4 nouveaux fonds start-up, capital risque. Ces derniers fonds, les 3-4, on n'a pas encore à aujourd'hui la performance parce qu'ils n'ont pas fait d'exit pour voir, pour évaluer ou pour impacter le rendement de fonds. Par contre, le premier, il a eu 2-3 exits, même un peu plus, 5 exits sur les 17 participations qu'il a dans son portefeuille. Et elles ne se sont pas toutes déroulées dans de bonnes conditions. C'est ce qui explique le 5%. Il faut lui laisser le temps de réaliser les 10-12 participations qu'il a encore dans le portefeuille. Et je suis sûr et certain que le rendement et la performance de ces fonds-là va être plutôt autour de 10 et non pas autour de 5. Et si on attend un petit chouïa les exits des 3-4 fonds capital risque qui ont été lancés dans les 3-4 dernières années, là, on va se situer autour de 15%. Ce qui fait que la moyenne par définition, donc c'est basique, hein, la moyenne va augmenter, le rendement va augmenter. Donc, ce qui fait que les performances, pour ramener ça à la question posée, les performances du capital investissement au Maroc n'est pas liée, n'est pas corrélée aux crises mondiales, parce qu'on est très faiblement corrélé, mais plutôt il est lié à la structuration du métier et de l'industrie du capital d'investissement au Maroc. Donc on n'est pas tellement connecté au marché international pour pouvoir en subir un petit peu les... Mais il est vrai que, parce que tu disais tout à l'heure, les statistiques, l'historique des statistiques, à l'échelle mondiale, quand on dit à l'échelle mondiale, des fois on le dit comme ça de manière assez je dirais fausse, parce que disons Europe, États-Unis, ou Amérique du Nord, Europe, effectivement, les meilleures périodes pour le capital investissement, c'était les périodes juste après des crises que tu as citées tout à l'heure. Et là, au Maroc, c'est un autre cas, c'est une autre configuration. Donc, on n'est pas... Merci beaucoup, Fouad, pour ces éclaircissements et ces insights. Je vais clôturer la session, ce débat avec Reda, justement par rapport, pour partager avec vous les attentes des investisseurs par rapport à des nouveaux produits, par rapport à de nouveaux services que peut offrir aujourd'hui l'activité gestion d'actifs au Maroc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Wafa Gestion envisage d'offrir? Qu'est-ce qu'elle envisage de procurer comme nouveaux services à ses clients? Merci beaucoup. Alors, beaucoup de choses. Alors, le plus important pour nous, justement, c'est, étant à l'écoute de nos clients, d'essayer autant que faire se peut, compte tenu de la configuration des marchés, de répondre à leurs besoins. Et quand on écoute nos clients, commençons d'abord par la partie corporate, ils peuvent stresser par moment compte tenu de volatilité anormalement élevée sur la partie courte. Il n'est pas rare, en tout cas en 2022, d'avoir sur des placements monétaires réputés pas du tout volatiles, d'être sur des performances qui peuvent être négatives sur quelques jours, voire sur une semaine. Et beaucoup de nos clients ne sont pas du tout à l'aise avec ça. C'est quelque chose... L'Europe a vécu pendant longtemps avec des rendements négatifs obligataires, mais au Maroc, c'est pas quelque chose à laquelle on est habitué. Et donc, pour chercher à répondre spécifiquement à ce besoin exprimé par pas mal de nos clients, on sort un produit, d'ailleurs qui sort jeudi. Jeudi, on calcule sa première valeur liquidative. Et c'est un produit qui va non seulement ne pas être volatile, puisque sa performance ne peut être que positive, et il va être proche de la performance qu'on peut observer au niveau du marché monétaire. Non seulement il ne va pas être volatile, mais il va en plus bénéficier de la garantie express de Tijari Wafa Bank. La banque va garantir à tout souscripteur de manière explicite
que quoi qu'il arrive au niveau des marchés, quoi qu'il arrive, sa performance ne peut être que positive quand bien même sa durée de séjour n'est que d'une journée. C'est un fonds qui s'appelle Tijali Cash Guarantee, son nom est très édifiant et je crois qu'il répond aux besoins d'une certaine catégorie de clients qui peut être stressée par rapport à cette situation anormale de volatilité au niveau du marché. Ça, c'est le premier produit qui vient enrichir notre gamme et notamment en réponse à ces doléances notamment cette période-là d'une partie de nos clients qui ne sont pas du tout à l'aise avec la volatilité que connaît la partie court terme. On a également d'autres fonds qui peuvent intéresser une partie de la clientèle, notamment institutionnelle. Tristan en parlait tout à l'heure, c'est le buzzword à l'étranger, tout le monde en parle, l'ESG. L'investissement socialement responsable, l'investissement ESG. Nous avons également sorti en 2022 un produit complètement action, 100% action, avec au niveau de sa note d'information, et donc c'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de nos clients, d'avoir le best in class, d'avoir ce qui se fait de mieux au niveau des sociétés cotées en termes de notation ESG. On pense que c'est une tendance de fond. On l'a vu, parce que l'ESG n'est pas uniquement une question de verdissement, une question de se conformer à de la réglementation qui de toute façon sera de plus en plus contraignante et nous contraindra chemin faisant à s'y conformer, mais c'est également une question de rentabilité. Parce qu'une entreprise qui s'impose elle-même des contraintes ESG finit dans la durée par délivrer de meilleurs rendements qu'une entreprise qui a un score moindre au niveau de l'ESG. Donc là encore, on sait que c'est une tendance de fond et on a sorti un produit ESG. Il existe maintenant, il est au niveau de notre gamme et il sera commercialisé bientôt. Alors, une autre catégorie de produits est en train de voir le jour, c'est des produits distribuants. Certains de nos clients nous disent finalement, je veux bien être investi, l'investissement correspond à mon horizon d'investissement, je veux être long terme, je n'ai pas de problème, mais que les marchés sont en baisse de 10, 20% ou en hausse de 10 ou 20%, je veux mon rendement. Je vais pouvoir toucher un coupon, ce qui s'apparente à un coupon ou un dividende. Je veux une rémunération qui correspond à la durée de mon investissement. Et là encore, on a un produit qui existe depuis 3 ou 4 ans, qui est un produit distribuant investi sur les marchés actions. On a sorti 2 produits similaires qui correspondent plus à l'aversion au risque de certains de nos clients. L'un est diversifié. Donc, vous pouvez être investi à la fois sur de l'action et de l'obligataire et donc réduire votre risque par rapport à un investissement 100% en action et continuer de toucher un rendement annuel. Et on a également sorti un produit 100% obligataire avec du rendement annuel. 4e catégorie de placement, et là ça pourrait intéresser une partie de notre clientèle institutionnelle, c'est le factor investing. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette thématique d'investissement. Alors les clients, surtout à l'étranger, où on peut s'exposer sur plusieurs facteurs, veulent de plus en plus isoler les facteurs. Certains disent finalement, étant donné la conjoncture actuelle, j'aimerais m'exposer sur du momentum. C'est-à-dire, je pense que les marchés vont augmenter et je veux en profiter. Je veux avoir une exposition qui est corrélée au marché dans sa globalité. On peut offrir une exposition en momentum. On peut avoir un autre facteur qui est la value. La value, comme beaucoup de vous le savent, est un principe d'investissement qui s'intéresse à la solidité des entreprises, à la qualité de leur bilan, à la qualité de leur management, à comment elles sont investies, à leur valorisation. Est-ce qu'elles sont bien valorisées ou pas, indépendamment de leur perspective de croissance, par opposition à du growth, dont on a parlé Tristan tout à l'heure, qui peut être une entreprise qu'on achète cher en termes de multiples immédiatement, mais qui nous permet de nous exposer sur une croissance future, hypothétique, sur les revenus. Donc, nos clients pourront, au lieu d'aller faire leur marché au niveau des valeurs directement, acheter un peu de Tijali, de BCP, de BMCE, de Maroc Telecom, etc., se dire finalement, je veux ce facteur. Je veux m'exposer au facteur momentum, je veux m'exposer au facteur taille, je veux m'exposer au facteur
value, etc., etc. Et on aura le produit qui lui permettra de manière quantitative et mathématique d'isoler un facteur par rapport à d'autres. Ça fait partie des quelques nouveautés qu'on a au niveau de notre catalogue et on serait ravis d'en discuter davantage si certains d'entre vous sont intéressés. C'est l'intérêt. Merci beaucoup, Reda. Je profite de votre réponse, Reda, pour passer la parole à l'audience afin de recueillir quelques questions, sachant que vous aurez l'occasion de discuter avec les intervenants lors d'un cocktail dînatoire juste après ce débat. Donc la session questions-réponses est ouverte pour recueillir quelques questions. Sinon, on passera directement au cocktail dînatoire. Donc voilà, je pense que vous préférez qu'on fasse des one-to-one à l'extérieur. Donc merci. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à l'auditoire d'avoir été présent. Merci pour votre temps. On a passé à peu près 2 heures de présentation, de discussion. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci aux intervenants d'avoir partagé du contenu vraiment à très forte valeur ajoutée. Donner des insights vraiment qu'on ne trouve pas en fait au niveau de l'information, on va dire, disponible. Vraiment, c'est des insights très, très précis, de très bonne qualité. J'espère que cette rencontre sera le début d'un cycle de rendez-vous lors des prochains événements. Et merci pour vous et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.